Ok, officiellement en direct. Aujourd'hui, live avec Axel Herzoviak. On va parler de musculation. Donc les personnes qui verront ceci en replay, vous pouvez attendre bien sûr quelques instants au début. Juste le temps qu'ils me rejoignent. Bonsoir tout le monde. On attend Axel pour ce soir. Axel Herzoviak, on va parler musculation. Je vais répéter quelques fois au début. Moi, j'ai beaucoup d'animé ce live avec Axel. On a déjà fait un live ensemble. Hey yo, tu t'arrives à demander pour le live de rejoindre? Si c'est le cas, c'est qu'on est bon. Niveau mise à jour, tout ça, magnifique. Ok, on a Herzoviak qui arrive d'ici quelques calculations. Alors, je vous laisse me dire si vous m'entendez bien, hein, au passage. Si vous m'entendez pas du tout, c'est le moment de me dire que j'essaie de régler quelque chose. Yo, comment ça va, mec? Salut, oui, ça va bien? Ça va super bien, je te remercie. Ah, t'as le t-shirt. Ouais, bon, c'est un t-shirt que j'aime bien. Je l'ai acheté à la période où j'étais vraiment à fond. C'est le sponsor du live. Oh putain, là je serais bien plus connu qu'aujourd'hui, hein. Si j'étais à côté des gars dans la cage et tous ces trucs, je serais pas au même niveau là, purée. Ça me fait penser. Salut, Jenny. Ah, il y a déjà des gens que tu connais, trop cool. On va Oui. attendre pour quelques petits instants, mais c'est cool là. Il y a déjà du monde. Ok, donc non, effectivement, je suis pas du tout sponsorisé par Animal Pack du tout. Par contre, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai été au Gold's Gym à Venice Beach Ouais. avec mon meilleur pote à l'époque. On est allé sur 12 jours. On était censé être en vacances. On allait s'entraîner 14 fois. Donc c'était nos vacances. Le Gold's Gym, c'est Venice Beach. On aurait pu faire 1000 trucs. Bah voilà. Tout ce qu'on a fait, c'est ça. On a fait s'entraîner quoi. D'accord. Eh bien, salut, Lutèce. Ah, il y Salut, a du monde. William. Oui, il y a Bon, du monde, ouais. écoute, on suppose qu'on te connaît déjà, puis on parle direct de muscu, ou t'as envie de prendre un petit instant pour te présenter de nouveau? Bah vas-y, présente-toi quand même. Alors, je m'appelle Axel, j'ai 26 ans, et puis voilà. Hein. Si- ouais, non, enfin, je sais pas, je suis coach sportif, voilà. Je lève des poids. Yes. Non, bon, ça marche. Dans l'idée, on va parler musculation, mais si tu veux bien, est-ce qu'on peut parler de musculation avec un côté peut-être un peu, alors ça va peut-être être un peu tranché, mais le côté un peu no bullshit, quoi. Comment est-ce Hmm. qu'on fait pour vraiment prendre du muscle sans feinte, sans chercher des trucs, un petit peu des artifices dans tous les sens. Toi comme moi, on est assez fan de petits détails qui peuvent être Mhm. intéressants au niveau biomécanique et tout. Toi, tu me donnes régulièrement des conseils, des fois même juste sur Mysterio, tu me dis, tiens, vas-y, place le pouce comme ça, tu verras, la sensation est différente et tout. Donc, ouais, on aime les T'as détails. pris du coup, là, d'ailleurs. Ah, ça commence. Là, Je suis juste là, trop là, dedans, en fait. si, le sternocléidoclyptomastoïdien, on voit mieux, là, le SCOM, là, Ah, tu commences stylé, à en faire, là. stylé, stylé. Oh, purée, bah, t'es le seul, je pense, qui est assez attentif pour ce genre de détails, ça me fait plaisir. C'est cool. Non, mais je le bosse bien et je le bosse régulièrement. Je suis à 3 fois par semaine le coup. Au début, j'arrivais pas parce que je restais trop courbaturé. Ouais, Là, je suis passé à 3 et ça avance bien. Et ouais, c'est bien. je me réjouis que ça grossisse un peu là. Mais les bras et le cou suivent à peu près la même vitesse. Je pense que je vais arriver à Ouais. 40 à 50 et les bras. On va voir pour le C'est reste. good, c'est good. Ouais, le coup, c'est vrai qu'au début, c'est vachement. C'est très bizarre parce qu'en fait, quand le lendemain, tu as des courbatures, tu as l'impression d'avoir des symptômes grippaux, en fait. Tu as l'impression d'avoir de la fièvre. Ouais. T'es Ouais. partout autour, t'es là, tu te dis, ah, qu'est-ce qui se passe? T'es tout comme ça, puis en fait, non, c'est. Bah, t'as travaillé les muscles, quoi. Donc, non, non, mais c'est Ouais. bien. Au niveau de la base, ici, t'es beaucoup plus défini qu'avant, ça vient vite, c'est bien. Ok, stylé. Je pourrais faire des. Donc, moi, j'ai la barbe qui cache, là, c'est le printemps, mais je suis encore en mode hiver pour la barbe. Ça Donc, cache, mais ça fait son effet aussi. Hein, t'inquiète, ça fait partie du lot. Je sais pas si ça te va, cette base de muscu. On peut en parler comme ça, puis peut-être commencer par pourquoi tu penses que aussi on part un peu facilement dans tous les sens avec bon voilà, on entend 10 personnes parler de muscu dans le monde francophone, les 10 vont dire des choses différentes, chacun pour ramener un petit peu à leur propre méthode probablement plutôt qu'à certains principes. Je te propose qu'on aille un peu en direction de peut-être les principes justement pour que ensuite chacun trouve sa méthode et son équilibre, mais pas qu'on passe à côté de l'essentiel quoi. hmm, ok. Ouais, pas de problème, on va faire ça, Will. Euh, moi, dans l'idée, en fait, la musculation, c'est un sport très simple. Ce n'est pas facile, mais c'est simple. Tu pousses des poids, tu manges et tu dors. Voilà. Et ça, il y a plein de gens qui l'ont dit, et limite, on pourra arrêter presque le direct ici, en fait. Parce que pour 80% des gens, 80% des cas, 80% de la globalité des choses qui se passent dans la carrière des gens qui vont faire de la musculation, ça se résume en fait à ça. Si on utilise la loi de Pareto, c'est 20% des trucs que tu fais et 80% des résultats. Bon, bah voilà. Les 20%, c'est pousser lourd, manger, dormir, et voilà, fini. Pour beaucoup, ça suffit.
Après, pour d'autres, en fait, il y a des fois des moments où c'est un peu plus compliqué, des histoires de pathologie, de blessures. Telle personne, elle a eu le poignet cassé, donc quand tu fais faire des curls par droite, ça fait mal. Donc on essaie de commencer à un peu partir un peu plus loin. Et c'est là qu'on arrive dans le monde merveilleux de la musculation actuelle en 2021, où il y a une étude scientifique pour absolument tout, où il y a une méthodologie pour voilà, tel programme, tel truc, tel expert de tel machin. Et en fait, comme avec l'ère d'Internet, hein, globalement, la musculation, globalement, le bodybuilding suit euh, l'ère à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il y a un surplus d'informations en fait. Avant, on n'avait pas assez d'informations, on ne savait pas. Maintenant, on en a trop. Donc, ouais, globalement, la musculation, ça pourrait être résumé très simplement. C'est un sport de teubé, hein, faut pas forcément avoir triple doctorat pour en faire, je pense. Mais par contre, effectivement, quand les choses se compliquent, c'est là qu'on doit aller creuser. Sauf que, de mon avis, il y en a beaucoup qui creusent beaucoup trop loin, trop profond, avant même d'avoir fait quelque chose sur le côté, en fait. Donc ouais, voilà. C'est quoi ton opinion, toi, là-dessus? Qu'est-ce que tu en penses? Je voulais que tu abordes précisément le tout dernier point, pas dans le sens, si tu n'avais pas été d'accord, ça n'aurait pas été un souci, mais le lien entre théorie et pratique, pas qu'on reste pour être un petit peu informel dans la masturbation intellectuelle, quoi, que ce soit vraiment, ok, c'est quoi la base Ce que j'avais en tête, c'est, je sais plus qui l'a dit récemment, mais c'est first show up, genre, t'arrives, t'es à la salle, t'as fait le taf, tu rentres, ok, ensuite on discute. T'es pas là, t'es pas là 3 fois par semaine et tu veux parler d'optimisation, tu peux faire des bons entraînements 2 fois par semaine. Ok, cool, fais ce que tu peux avec ce que tu as comme timing et tout. Mais enfin, avant de parler de trucs spécifiques ou autres, t'es là, t'es à la salle, t'es combien de fois à la salle par semaine? T'es en train d'envoyer des messages à tous tes potes entre les séries ou t'es en mode t'es chaud et t'es là vraiment pour maximiser le temps que tu as à disposition ici. On voit que t'es Ouais. motivé, on voit que t'es appliqué, t'es impliqué. Et ensuite, on parle du reste. Et en fait, cette base-là, c'est tout con, mais si tu l'avais pas abordé, ça m'aurait frustré. Je suis pas étonné que tu l'aies abordé du coup. Mais comment est-ce que finalement, pour justement cut through the bullshit, comment est-ce qu'on évite tout ça? Eh ben, on met les choses en pratique. C'est comme par exemple si tu commences à proposer des conseils aux gens, puis tu te proposes comme formateur avant même d'être coach toi-même, quoi. Oui. Genre, saute pas ces étapes, c'est impossible. Il Mm. faut ce lien justement théorie et pratique, des allers-retours qui font que justement au début on a même les bros qui découvrent des trucs avant que la science rattrape, pour ainsi dire, avec des données qui permettent de suggérer que ils disaient n'importe quoi, ou alors c'est cool, ça permet d'appuyer du coup et puis on peut chercher Ouais. autre chose. Et ouais, c'était cet aller-retour théorie-pratique que je voulais en tout cas au moins mentionner au départ. Mm. Ensuite, plein de trucs qu'on peut aborder. Donc, je sais pas ce que tu avais en tête, j'ai des idées évidemment, un petit peu. Euh, bon, on peut continuer si tu veux sur le surplus d'informations qu'on a aujourd'hui. Cool. Sinon, ça t'aide des idées, vas-y, hein, pas de problème. Apparemment, on te demande juste le secret des gros mollets, Alex. Je sais pas si tu veux commencer par ça. Un truc. Alors déjà, ça accèle, mais c'est pas grave. Et ensuite, je suis pas forcément le mieux placé pour parler de moi, en tout cas, de mes résultats avec l'entraînement des mollets, parce qu'en fait, depuis 2016, je les ai pas travaillé tant que ça à cause d'une double péritendinite des tendons d'Achille. Je m'étais trop lourd et je faisais trop de rebonds, en fait. Et en plus, ça, je me suis fracturé un orteil il y a quelques mois. Donc, en fait, là, l'entraînement des mollets, je le recommence que la semaine prochaine. Là, enfin, là, ça va me mettre sur la pointe des pieds, c'est plus un problème, mais là, les mollets, je te les montre. Je crois qu'il y a des gars qui font pas de muscu, ils ont mieux, quoi. Mais je suis pas non plus trop à plaindre. Donc, mais après, les mollets, c'est simple, hein. Enfin, j'en ai parlé un peu sur YouTube. C'est le tempo, faire des pauses. Sinon, c'est le tendon d'Achille qui prend tout en fait en élastique. Ça, enfin, le tendon d'Achille, il est fait pour te faire rebondir. Donc, si tu vas trop vite dans tes répétitions de mollets, ça va rien faire. Donc, c'est vraiment quand tu arrives sur ta pointe des pieds, tu poses, tu descends, tu poses, tu remontes, tu poses, etc., etc. Et en fait, ta série, si elle fait pas 1 minute 30, ça compte pas. Voilà. Globalement, faut te dire ça. Et puis après, c'est les angles. Tu fais mollet assis, tu fais mollet debout, mollet penché, une jambe, deux jambes, voilà, etc., etc. Et le fameux clavier. Ouais, il voulait mettre Axel, je pense, mais c'est Alex qui a été corrigé. D'accord, ouais. Oui, t'inquiète, c'est pas grave, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Mais ouais, Ouais, voilà, hein, c'est pas plus simple. Puis après, c'est comme tout muscle, hein. Les mecs qui ont les plus gros mollets, c'est pas, enfin, ils sont forts dessus, hein. La tige sur le mollet assis, ils te mettent des poids de 20 jusqu'au bout, peut-être quelqu'un qui est dessus. Moi, perso, les mollets, quand je les avais les plus gros, ils étaient à 44 centimètres de circonférence. La machine debout, enfin, la machine debout de mollet, je mettais toute la pile, il y avait 220 kilos. Je me rajoutais avec ma ceinture 40 kilos entre les cuisses. Et en ok. fait, sur la tige, pour mettre les poids, je mettais encore un 20 et sur la tige pour la hauteur du harnais où on met les épaules, je remettais un 20 en fait sur le côté. Donc il y avait presque 300 kilos quoi. Donc voilà. Voilà, voilà. Ok. Bon, ouais, pour l'histoire, quand même, 44, 45 cm de tour de mollet, ça commence à être assez. Tu fais quelle taille?
Juste qu'on. 1,76. Ouais, bah du coup, ouais, bah, c'est quand même c'est quand même du bon gros mollet. Tu pourrais passer en Suisse dans les montagnes, puis on croirait que t'es du coin, tu vois. Bah ouais, la dernière fois que vous avez mesuré, là, ils sont à 41,5, 42, et c'est juste à marcher en fait toute la journée, comme j'ai un job physique qui me fait marcher 17 000, bah aujourd'hui 20 000 pas, donc bon, Ah ouais, ok. voilà. Et niveau insertion, je suis pas trop à plaindre. En fait, quand j'ai le pied à plat, il y a le, le solaire, il est quasi à la moitié en fait du tibia, presque. Donc voilà, voilà, voilà. Excellent. Mais c'est vrai que c'est un point cool qu'on peut aborder. Les mollets, c'est comme une exception d'une certaine manière dans le corps humain parce qu'il y a ce côté si particulier au niveau de l'efficience par rapport à la quantité d'énergie totale utilisée et Hmm. que le tendon d'Achille va faire. Quand on fait de la corde à sauter, par exemple, puis on se dit on fait les mollets, alors c'est vrai, bien sûr, parce qu'ils sont Oui, mobilisés, mais à quel point c'est justement de la restitution d'énergie élastique et à quel point c'est vraiment un effort. Et là, c'est impressionnant. Je crois que bah, justement le fait qu'on puisse être autant économe en courant avec notamment une partie sur la pointe des pieds, c'est incroyable ce qu'on peut faire comme économie d'énergie ouais, comparé à quelqu'un qui va juste taper au niveau des talons. Et puis, bon, bah, finalement, ce qui fait qu'on peut faire 1000 sauts à la corde d'un seul coup, c'est justement une grande tout à, économie d'énergie, quoi. Donc, tout à fait, ouais. ouais, pour les Bah, pauses, je rejoins énormément, ouais. d'ailleurs, moi, je l'ai bien vu parce qu'en fait, la corde à sauter, je ne savais pas en faire. Jusqu'à très, très, très récemment. En fait, le premier confinement, quand j'étais au Canada, à Vancouver, donc mars-avril, je savais pas quoi faire et j'avais une corde dans la valise. Et je me suis dit, bon, allez, t'as rien à foutre, tu vas apprendre à faire de la corde à sauter. Et tous les jours, j'en faisais. Avant, je faisais le truc, tu sais, en mode le lièvre, tu sais, je sautais 60 cm à chaque fois et la corde, enfin, n'importe quoi. Et en fait, vraiment, ah ouais, mais n'importe quoi. Et j'ai appris à le faire en à peu près un mois, entre guillemets. Et après un mois et demi de pratique, je faisais même les double under, en fait, avec une corde Décathlon, donc bon, même pas le truc fait pour. Et ensuite steel boxer et tout, machin, enfin bref. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, en faire tous les jours ou un jour sur deux pendant 20 à 30 minutes, quasi discontinu, bah en fait, j'avais le lendemain une courbature ou de la faiblesse, pas vraiment de la courbature, mais de la faiblesse musculaire. Mais vraiment, c'était pile au milieu du mollet, enfin du tibia, dans son ensemble, vraiment pile au milieu. C'était une bande de 0,5 cm, genre comme ça, mais genre juste comme ça. Juste au milieu, comme ça. Et il n'y a rien d'autre. Et je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est pas. Les gars qui disent, ouais, je fais la corde à sauter, ça suffit pour les mollets, bah non. Non, non, non. Ouais. Non. Cardio, coordination, proprioception, oui, oui, ça je veux bien, ouais. Apprendre à bien utiliser justement le tendon d'Achille pour avoir de la détente. Oui, pour travail du mollet, non, non, justement, tu fais tout pour le minimiser en fait quand tu fais de la corde à sauter. Donc, Ouais, ouais, carrément. ouais. Bon, c'est un peu la même idée. Bah, c'est pas pour rien que les boxeurs font ça, hein. Si tu veux pas non plus perdre de l'énergie quand justement tu es capable de te déplacer rapidement puis que t'es pas juste complètement sur tes talons Mm, à être prêt à encaisser des trucs sans être réactif, quoi. Enfin bref, parenthèse ouais. fermée. Mais ouais, cool de parler quand même des mollets pour ça, parce que c'est vrai que c'est assez atypique. La plupart des gens vont dire, ouais, Mm, soit des erreurs comme on fait juste la corde à sauter, soit c'est génétique. Alors c'était énorme, la composante génétique pour les mollets, c'est vrai que c'est dingue ah par oui, rapport à s'insérer. Enfin, j'ai des potes qui bossent les mollets, mais beaucoup plus que moi, qui sont dégoûtés quand moi je les bosse une à deux fois par semaine. C'est juste une question d'insertion, justement. Donc c'est vrai qu'il fallait le mentionner. ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on a mentionné déjà? Le fait que, ben, un, il faut vraiment, c'est con, mais la base. Et puis, on peut pas négocier la base. Donc, déjà, il faut pas passer à côté de cet essentiel-là. À partir de quel moment tu penses que c'est intéressant peut-être de regarder des trucs aussi précis que de la planification, des modulations au niveau de certains calculs, tu vois, genre, tu vas te dire, OK, à un moment, tu veux augmenter la charge. Bon, la charge, certains vont penser uniquement en termes de charge, le poids direct. Comment est-ce que à quel moment, si tu veux, tu vas te concentrer là-dessus, sachant que toute la partie d'avant, j'essaie de la résumer comme telle, c'est tu es en train d'apprendre à t'entraîner dur, suffisamment régulièrement, tout en t'écoutant pour récupérer. Si tu laisses juste cette base comme étant quelque chose qui, de toute façon, va t'accompagner même plus tard, hein, après 5 ans de pratique, tu as toujours ce truc en tête. Qu'est-ce qui Ouais. fait que là, tu as besoin d'aller un cran plus loin pour peut-être un peu plus calculer? Et qu'est-ce qui fait que tu n'as pas besoin, enfin, où est-ce que tu placerais un peu ce moment-là? Bah, en fait, je pense que c'est comme la vente, c'est l'offre et la demande. En fait, si tu es content avec tes résultats, tu vas jamais t'embêter à aller chercher plus loin, globalement. Ok, Ou alors, ça sera simplement la curiosité. Il y a toujours des gens dont je fais partie, hein, c'est toujours chercher à optimiser, toujours aller chercher un autre truc parce qu'on est curieux et autres. Enfin, le nombre de nuits blanches que j'ai faites à regarder des trucs sur bodybuilding.com, Etination et d'autres sites de coachs sportifs enfin, qui ont 30, 40 ans d'expérience, hein, je les compte plus. Parce que ça m'intéresse. Voilà, même si jamais je vais le faire, jamais je vais essayer, jamais les gens que je coach, je vais leur faire faire ce que j'ai lu. Bah, je voulais savoir en fait. Donc voilà.
Mais je pense que tout part d'une souffrance, entre guillemets, d'un moment où il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, un exemple tout con, si je me prends moi, c'est que la base développé couché, squat, soulevé de terre, tu c'est revu et revu et tout le monde te dit voilà, tu deviens fort sur ces mouvements, t'es balèze, tout à fait. Maintenant, comment tu fais quand ces mouvements te font mal au dos, aux épaules ou aux genoux et que ta technique est bonne et que tu les fais vraiment, tous les gens dans la salle, tu leur as demandé, y compris des coachs et des mecs qui ont l'âge d'être ton père, qu'on font depuis, voilà, et qui disent non, c'est bien ce que tu fais en fait. Là, effectivement, il y a un moment où tu te poses des questions. Et si je me prends moi mon exemple, ça serait au niveau du squat. Parce que le développé couché, c'est un très mauvais exemple, mais le squat, c'est un bon exemple. D'ailleurs, j'ai posté des vidéos là un peu avant. En fait, le squat, le back squat, hein, vraiment le truc classique normal, tu as la barre sur le dos, tu descends, voilà. Il n'y a pas d'histoire de low bar, high bar ou je ne sais quoi. Vraiment, squat normal. Chez moi, ça a toujours fait les fessiers et les lombaires. Ouais. Alors que le squat, tu te dis, c'est pour les quadriceps, avant tout. Euh, et donc, je suis quand même monté à ma première année d'entraînement à 4 x 8 à 110 kg, parallèle, Ouais. squat parallèle, et j'avais des quadriceps enfin médiocres, voilà, il faut le dire, avec un gros cul. Alors que partout, tout le monde te dit, voilà, le squat, c'est pour les quadriceps. Donc, à un moment, je me suis gratté la tête, je me suis dit, mais c'est pas normal, je fais presque 400 kilos sur la presse à cuisse. Je fais quasi, enfin, je fais du 110 kilos en série au squat. Mes quadriceps ne gonflent pas et j'ai tout le temps des courbatures dans les fessiers et dans les lombaires. C'est bien qu'il y a un problème. Alors, on m'a dit, ma technique, elle est bonne, on m'a dit, voilà, tout va bien. Bon, peut-être ces gens-là n'étaient pas les mieux placés, mais il y a bien un moment où, enfin, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand j'ai cherché, quand j'ai regardé d'autres variantes, je me suis dit, bon, bah là, il y a un problème, il faut que je change quelque chose. Moi, j'ai changé, j'ai commencé à faire du front squat, avec la barre devant. Normalement, elle est derrière, là, je l'ai mise devant, c'est tout. Je suis passé de 110 à 70. D'un coup, j'ai pu descendre ultra bas, mais vraiment, c'est descendu tout seul. Et en l'espace d'un mois, alors, mes cuisses ont changé, évidemment, mes quadriceps ont changé de gueule littéralement en un mois. Donc, j'ai fait 4 séances de squat, ça a explosé. Et mes abdos aussi. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, mais c'est bizarre, partout sur Internet, on va dire que c'est le back squat le mieux pour les quadriceps, sauf que bah, moi, ça me fait absolument rien si ce n'est le cul. Et les lombaires, j'avais des lombaires de tyrannosaure. Je me mets à faire du front squat avec quand même 40 kilos de moins, et là, d'un coup, mes quadriceps explosent. Et c'est là que je me suis dit, il y a un truc avec les angles et la gravité, et la manière dont tu places les résistances sur ton corps et par rapport à la gravité elle-même. Et c'est à partir de ce moment-là que, effectivement, quand tu n'as pas les résultats escomptés, je pense que c'est bien de te gratter la tête. Avant ça, c'est pas forcément le mieux. Sauf si tu as un ami, quelqu'un de la famille ou que tu aimes toi-même coach et que tu as quelqu'un qui est dans ce cas-là, où tu dois commencer à te poser des questions en fait. Donc voilà, c'est là-dessus que je partirais. Et puis en fait, toutes les histoires avec les études scientifiques qui disent mais alors c'est quel est le meilleur exercice pour X muscle, quel est le meilleur programme pour X truc, et voilà. Le problème c'est que dans ce genre d'études, on le voit souvent en fait, hein, mais enfin souvent, faut le chercher en fait un peu quand même. Mais par exemple les EMG, ça c'était à la mode, et puis même moi j'avais regardé les trucs, je me dis ah oui c'est logique, tu mets un truc, tu regardes, tu fais ton mouvement, bon le truc il saute, ah, tu sais que c'est bien, le truc il se passe rien, bon bah voilà. Sauf qu'il y a plus que ça en fait. Parce que le MG, toi tout seul, tu fais comme ça avec ton biceps et tu contractes à mort, bah, le MG il explose aussi. Donc tu peux fausser le résultat. Et puis j'ai vu aussi des photos de comment ils mettent les électrodes sur toi. Tu te dis, mais tant t'es médecin, toi, t'as un bac plus 5 en médecine, tu connais ton anatomie, t'es sûr? J'ai vu des trucs. Enfin, tu sais, le haut de pec, les fibres vont de là à là, comme ça. Donc tu dis l'électrode, tu le mets dans ce sens-là, bah, tu vois des gars, ils te le mettent comme ça. Et le machin, il pop comme ça, aussi haut, il t'y fait un incliné, mais ta barre à tape dedans. Donc, tu vois, c'est des trucs. Et ça, c'est censé te dire à toi comment tes muscles réagissent à X mouvement. Et comment on fait si le mec c'est un nain et comment on fait si le mec fait 2 m 10. Enfin, tu vois, il y a tous ces facteurs-là. Donc, à un moment, en fait, quand tu regardes ces études-là, tu te dis non. Non, 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 c'est pas possible. Il y a des références, il y a de la biomécanique, il y a des leviers physiques, des lois de la physique de la réalité, littéralement. Euh, et le laboratoire, il peut pas deviner tout ça, en fait. Donc, vaut mieux tester des fois que s'appuyer sur ce genre de ressources. Et, euh, et là où j'ai du mal avec euh, du coup le monde de la musculation actuel, que ce soit chez les anglophones d'ailleurs que les francophones, c'est que maintenant on est parti beaucoup trop loin dans ces trucs très théoriques qui sont censés s'adapter à tout le monde. Et on en arrive à enfin, je veux des trucs, c'est juste ridicule, quoi. Enfin, des machins, c'est pas possible. On savait déjà ce qui fonctionnait. On pouvait juste prendre un peu de temps pour, avec les connaissances qu'on a actuellement, expliquer pourquoi on sait que ça fonctionne maintenant. Exemple, back squat et front squat. Tu regardes les magazines des années 40-50 en bodybuilding, ils disaient le back squat c'est pour le bulk, c'est pour des grosses cuisses, mais le front squat c'est pour le volume, la définition.
Ok. Parce qu'ils ne savaient pas comment l'expliquer eux-mêmes. Ils Ouais, voyaient c'est juste que cool. voilà, ils voyaient que le gars qui fait du front squat, bah, d'un coup, le quadriceps il explose, il y a plus de définition et tout, mais que le gars qui fait du back squat, bah, il a quand même il a quand même des décales, le gars. Donc voilà. Donc ouais, je pense là-dessus, on est parti un peu trop loin dans la masturbation intellectuelle, comme tu as dit. Ok. À se dire, bah, tel muscle qui fait telle action, donc on va faire absolument le même truc, mais avec des poids. Et tout va bien se passer. Bah non. Non, c'est comme les études qui font du leg extension et qui disent bah t'as vu il y a tant de force sur le genou, mais qu'oublient qu'en fait ils ont fait ça sur des pantins mécaniques, et ils oublient qu'il y a la rotule qui est là pour faire justement axe de levier et qui oublient que bah, la résistance sur le tibia peut être modulée. Enfin bref voilà. Pas Toi-même tu sais. fonctionnel. Non, mais parenthèse, je suis obligé sur la leg extension. Et si jamais pour les questions, je les ai bien vues, on va en prendre plusieurs. Par exemple, Lorraine, là, j'ai lu ta question pour le côté tempo, concentrique, excentrique, tout ça. On y répond très volontiers dans un instant. Je pars juste sur un truc, parce que la leg extension, je peux pas la laisser passer. Surtout, en ce moment, je me fais plaisir avec le côté fonctionnel, pas fonctionnel. Déjà, pourquoi je m'amuse avec ça? Je dois en parler un instant. C'est que fonctionnel, pour moi, il n'y a pas pire comme terme prétentieux. Genre, fonctionnel, littéralement, on pourrait dire ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ça remplit sa fonction. La fonction, elle va dépendre de l'objectif. Et si par exemple, on a une personne âgée qui fait de la leg extension et qui arrive à plus facilement se lever de son siège et qu'augmente son autonomie, qui en gros améliore sa qualité de vie, et qu'on ose dire que la leg extension, c'est pas fonctionnel, j'ai envie de dire en étant très poli, allez vous faire foutre. Parce que là, à ce stade-là, enfin, je veux dire, si on a quelque chose qui est limitant pour une personne qui, au final, augmente son autonomie, le terme même fonctionnel, il devient gentil parce que c'est incroyable. C'est un changement de niveau d'autonomie, de qualité de vie pour les personnes âgées. C'est souvent des trucs qui posent facilement problème. Donc, petite parenthèse fermée pour dire que si finalement on dit juste que le seul truc fonctionnel, c'est quelque chose qui est en poids libre, parce que ça fait badass d'avoir un truc qui est là comme ça, des gros poids, et puis avec un seul vecteur, finalement, la gravité. Donc, finalement, c'est une contrainte, un poids libre. Il est libre de faire un seul truc, c'est aller tout droit. Et ensuite, nous, on s'adapte, on fait le tour, etc. Moi, j'adore. Je fais du breakdance, je fais des périlleux, je fais des petites conneries à moi. J'adore tous ces trucs. Mais au final, le truc compliqué, c'est se dire comment est-ce qu'on développe un physique harmonieux alors qu'on a une contrainte vraiment chiante, c'est tout va dans cette direction. Donc voilà, c'était juste un petit truc au niveau du fonctionnel où je me disais, il y a quand même des gars qui s'arrêtent à quelque chose qui va pas très loin. Et puis aussi, tel niveau de prétention quand même pour dire que ce qu'ils ont en tête comme fonction qu'un exercice doit remplir doit forcément correspondre à l'objectif de toutes les personnes qui coachent. Et ça, je trouve que c'est juste un manque d'humilité qui est juste dégueulasse. Bref, parenthèse fermée, c'était un rebuttal, comme on dit. Et, et, et ouais, et puis autre truc super bien aussi, c'est qu'on remet vraiment le truc à la base. C'est-à-dire que moi, j'ai cette tendance au début à trop intellectualiser les choses. J'adore organiser les choses dans ma tête. C'est un avantage et un inconvénient. C'est peut-être ce qui fait que j'ai pu écrire des bouquins et autres, mais du coup, moi, mon meilleur partenaire d'entraînement, c'est un gars qui me dit oui, ta gueule pousse. Ça, c'est mon meilleur partenaire d'entraînement. Parce que comme ça, c'est tout con. Moi, j'ai besoin de quelqu'un comme ça. À l'inverse, quelqu'un qui justement est un peu trop ta gueule pousse, eh ben, je vais être entre guillemets une bonne complémentarité. Je pourrais dire, tu vois, là, tu fais ça, etc. C'est bien, tu pousses, tu passes un peu pour un bonhomme, mais derrière, je sais que tu te plains de ta douleur d'épaule, machin et tout. Donc réfléchis un peu, fais ça plus intelligemment, charge comme ça, regarde si tu peux pas trouver quelque chose de mieux et tout. Mais deux gars comme moi, on s'entraîne en mode sensation, puis on divise les poids par quatre. C'est ridicule, tu vois. Donc, il faut à un moment faire les choses correctement aussi, avec une forme d'équilibre de ce côté-là. Et je pense qu'on a bien résumé cette base qui est ô combien simple, quoi. Vas-y, vas-y correctement, et à un moment, tu vas te remettre en question dès que tu vas faire face à une contrainte qui te nécessite d'évoluer. Si tu es coach, tu peux pas vraiment laisser de place au hasard et te dire ouais, ça a fonctionné pour moi, fais pareil. Tu es obligé d'étudier plus de base, et donc ça vient plus vite, cette phase de curiosité forcée, entre guillemets, ou de simplement quelque chose qui va t'aider à aider les personnes que tu coaches. Mais sinon, toi, dans ta pratique, finalement, c'est un peu bête et méchant, quoi. Tu y vas, tu fais ce qu'il faut, à un moment, t'adaptes, tu fais ça pendant suffisamment longtemps, tu contournes les blessures, tu continues de pousser, d'évoluer, tu te renseignes un peu en fonction de ça, mais tu n'oublies jamais la base, c'est que tu es là et tu pousses. Donc, voilà. Belle parenthèse, je trouve ça assez cool, quoi. Il y a des anglophones. Alors, on va devoir continuer en Hi Bobby, it's in French. Nothing against you. It's going to be in French. So sorry, man. Yeah, sorry. Italie now. Salve. Trop stylé. T'as pas mal de monde anglophone ou moi j'ai 90-95% de francophones minimum. Moi c'est 50-50, Ok. francophone anglophone à peu près. Ouais.
Ok, ok. Bon, bah écoute, comme ça, je sais que je veux pas dire que c'est de ta faute, mais ça vient de toi. Assume, t'inquiète. Est-ce qu'on prend les premières questions? T'as envie d'enchaîner sur d'autres trucs? Je pense qu'on peut. Ouais, ouais, on va prendre les premières questions. Ok, alors vas-y, si t'en as vu une avant celle de Lorraine, j'ai peut-être avant. Vol secret des mollets, nanana, en Suisse. Quel est l'intérêt pour les tempos d'exécution? Ouais. Pourquoi travailler en concentrique? Pourquoi travailler en excentrique? Pourquoi faire des pauses, etc. Euh, tu commences, Will, ou j'y vais? Moi, je suis assez chaud avec le côté tempo, mais je parlerai du côté. Tom Purvis, c'est le four step rep. Je sais pas si tu connais ou pas du tout. Tom Curry, ça me dit quelque chose, mais le Full Step Reps, Oh, non, ça me dit rien. Ça se trouve, je l'ai vu, ok. mais j'ai oublié. Bon, bah écoute, si ça te va, peut-être je commence, comme ça j'ai une petite idée à partager, puis après peut-être ça attira, peut-être pas du tout, t'hésites pas. Cool. Alors, dans l'idée, chaque phase d'un exercice, pour prendre un exercice extrêmement simple, par exemple un curl biceps, il y a la phase de descente, il y a la phase où on va arrêter, donc juste avant qu'on s'arrête, il y a ce qui enclenche de nouveau la montée, et puis il y a la fin de la contraction. Et chacune de ces phases peut être analysée d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire que dans chaque mouvement, il y a 4 mouvements, mais ça veut dire que le but au moment où on arrête le mouvement, c'est pas le même que le but où on finit la contraction. C'est-à-dire, est-ce qu'on sait que l'exercice qu'on est en train de faire est bien en train de solliciter le muscle qu'on est en train de travailler? Caricature, on arrive au fit et puis on voit quelqu'un qui fait des monstres coups de hanche pour monter sa barre de biceps curl. C'est pas forcément un problème, mais ça veut dire que, en grande partie, il y a d'autres choses que le biceps qui vont impliquer cette montée de la barre. Et les meilleurs pour monter une barre avec un minimum de biceps, c'est les haltérophiles. Et je dis ça avec toute l'admiration que j'ai pour eux. Le but, c'est monter la charge le plus facilement possible, avec le moins d'efforts possible, pour que justement on puisse voilà, soulever plus de charge. Donc à un moment, le but, c'est mettre la charge au bon endroit. Et donc, si tu prends le tempo comme quelque chose qui peut t'aider à augmenter la charge sur le muscle, le tempo, c'est un outil et non un moyen. Donc c'est quelque chose qui peut t'aider à augmenter la charge sur le muscle que tu cherches à travailler. Si tu dis chez tout le monde c'est 5 secondes d'excentrique et 2 secondes de concentrique, on est dans l'arbitraire et on est dans la confusion entre le moyen et la fin. La fin, c'est suffisamment de tension sur une amplitude intéressante qui permet justement de garder cette tension pendant suffisamment longtemps sur le muscle. Donc au final, le muscle travaille assez dur pendant assez longtemps pour au final qu'on puisse avoir des résultats là-dessus. Si le tempo, il t'aide pour augmenter ça, génial. Et donc, il y a la phase où justement le muscle se raccourcit, il y a la phase où le muscle s'étire, pour ainsi dire, ou résiste à l'étirement. Et puis, il y a les deux phases entre deux qui sont hyper intéressantes à mon avis aussi pour le côté prévention de blessures, parce que souvent, au niveau de l'étirement, si on ne fait pas attention, biceps c'est un classique, paume ouverte, on arrive en bas droit, puis on n'a pas le bon angle, eh ben, c'est un endroit classique où on peut se blesser. Peut-être qui est arrivé il n'y a pas longtemps, ça devait être certainement Callum, fin de Moger, là, qui a fait son curl et puis qui a eu sa Ah oui, rupture ouais. avec la barre en paume ouverte qui nous rappelle qu'il ne faut pas déconner à cet endroit-là. Et donc je pense que le tempo, il peut aider à maximiser la tension et à réduire les risques de blessure, mais ce n'est pas une fin en soi, donc c'est quelque chose à adapter. C'est comme ça que je l'aborderai. Totalement, ouais. Totalement, totalement. Ouais, je vois pas forcément trop ce qu'il y a à rajouter. Oui, c'est le tempo, ça peut juste être un outil au final dans les buts que tu peux avoir en fait finalement. Après, si on veut disséquer les choses, si on parle de concentrique excentrique, c'est quoi? Pourquoi travailler la concentrique? Parce que la concentrique, ça va être le moment en fait où tu vas contracter ton muscle, donc c'est le moment où tu vas envoyer du stress dessus. C'est ça aussi qui va envoyer du coup une demande, oui, c'est ça, une demande sur ton corps pour commencer à faire surcompenser quelque chose. Tout part d'une concentrique. Si tu es une athlète et que tu dois par exemple faire des sprints, bah, tiens, on va reprendre l'exemple des haltérophiles. Les haltérophiles, quand ils lèvent la barre, ils partent d'une inertie. La barre, elle est posée par terre, il n'y a aucun élan, il n'y a rien du tout, ils doivent la décoller. Pourquoi les haltérophiles du coup travaillent essentiellement en concentrique? C'est parce que leur sport leur demande d'être un ultra technique, deux ultra explosif, donc force fois vitesse, donc de la puissance, et trois être ultra efficient, fonctionnel pour ce genre de mouvement-là. Donc tout doit être fait pour que leur corps, pour que leur levier, pour que leur technique, pour que le placement millimétrique du pied soit fait pour qu'ils soient le plus performants sur ce genre de mouvement. Faire de l'excentrique sur ce genre de mouvement, ça va faire que, un, impacter leur récupération à tous les niveaux, hormonal, squelettique, ostéotendineux, nerveux, musculaire, absolument tout ce que tu veux, même émotionnel, ils vont en bouffer tous les jours, des épaulés, des jetés, des arrachés, enfin, il y a un moment, t'en as marre, c'est vachement ennuyant, en soi aussi, la musculation, faut y penser. Euh, Ensuite, il y a le simple fait de risque de blessure, c'est-à-dire que le poids, t'es quand même comme ça, et on dit, bah maintenant tu poses, donc tu vas, ok, d'accord, enfin bref, voilà, c'est pas, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que les bumper planes,
les bumper plates pardon, ont été inventés, c'est parce qu'il y a un mec un jour qui en a eu marre de voir des barres se faire tordre, des poids qui se faisaient abîmer, et le sol évidemment, et il s'est dit est-ce que ce serait pas possible de mettre un revêtement pour que quand ça tombe, ça rebondisse et voilà, point. Donc voilà pour la petite histoire, Ileco, pour ceux qui connaissent. Donc voilà. Et ça peut être aussi quand tu es un athlète qui, par exemple les sprinters, les gens qui font de l'athlétisme, toi pareil, le sprint, tu commences d'une inertie, il faut que d'un coup tu pars d'une position relâchée, relaxée au repos, à bam, maximum de vitesse le plus vite possible. Pour le faire, la prise de muscle en soi, de manière bodybuilding hypertrophie, ça va pas forcément être le meilleur des compléments en renforcement musculaire pour toi. Je n'ai pas dit qu'il fallait pas en faire, j'ai juste dit que ça va pas forcément être le mieux, parce que par rapport à ton sprint, on demande de 1, avoir une foulée la plus parfaite possible pour ta biomécanique à toi, et 2, pouvoir être capable de partir de 0 à 100 le plus vite possible. Dans ce genre de contexte-là, la concentrique, c'est là-dessus que tu as envie de te concentrer, parce qu'il faut que tu sois dans une position, et d'un coup, pop, tu sortes. Donc, les mecs qui font, par exemple, il y a les basketteurs qui font ça, ils font du squat Anderson, donc ils partent du bas du squat, ils se mettent glisse sous la barre et ils remontent ensuite, sans aide ni rien, sans descente, sans rebond ni rien. Ça, c'est un exemple d'exercice qu'on fait en concentrique, justement pour travailler ce genre de détente, ce genre d'explosivité. Et les powerlifters font pareil, les haltérophiles font pareil. Je crois qu'il y a quelques sports, types de sports de combat qui font la même chose. Donc voilà. Pour l'excentrique, c'est pareil, mais c'est différent. L'excentrique, c'est le moment où tu vas baisser la charge, c'est là que tu vas prendre tout le poids en fait au niveau mécanique sur tes muscles, aussi tes tendons, tes articulations, tout ton système corporel, et c'est là que tu vas avoir le plus de dégâts. Mais c'est aussi le moment où tu es le plus fort. En excentrique, tu as à peu près 110, ton excentrique, c'est 110 à 115% de fois ta concentrique. Donc, quand tu es bodybuilder et que tu veux infliger le maximum de dégâts à ton corps, c'est l'excentrique sur laquelle il faut te concentrer, sans pour autant en faire trop et ou pas assez. Et évidemment, le faire sur ce que tu as envie. L'exemple qui me vient le mieux, c'est le soulevé de terre. Le soulevé de terre, c'est en inertie. La barre, elle est par terre, tu dois la soulever. Mais quand tu dois la relâcher, il y a beaucoup de gens qui se plaignent du fait que l'exercice, pour eux, c'est juste de la force, une démonstration de force, et il n'y a pas moyen de faire du muscle dessus. Je ne suis pas d'accord. Ton soulevé de terre, tu le ferais avec une position déjà de base plus adaptée pour que tes muscles soient recrutés sur la chaîne postérieure et non pas que ce soit juste un gros coup de fusil à pompe sur tout ton corps. Ça serait déjà mieux. Et ensuite, la manière dont tu descends la barre, c'est aussi un facteur. Euh, et du coup, ça te permettrait de mettre la charge, littéralement la répartir sur ce que tu as envie et de garder, encore une fois, ce temps sous tension sur ces muscles-là. Par contre, c'est très stressant, c'est très, 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 très traumatisant. Et c'est pour ça que d'ailleurs, il y a plein d'athlètes qui font du HIIT, donc de la High Intensity Training. C'est que un ou deux top 7, donc que une ou deux séries qu'on compte vraiment en tant que série de travail, parce qu'en fait, tu es éclaté. Tu ne vas pas en faire 4, tu ne vas pas en faire 5, tu ne vas pas en faire 6. Une ou deux séries, ça suffit pour t'exploser. Et pour avoir déjà fait, effectivement, ça fonctionne bien. Tu t'exploses vite. Après, est-ce que c'est efficace? Ça dépend génétique et tout. Enfin, faut vraiment être calibré d'une certaine manière, mais c'est pas le sujet. Et l'excentrique, ça va aussi te permettre d'améliorer le système de support littéralement de ton corps, donc les tendons, les ligaments, parce que tu vas aussi mettre une blinde de tension sur eux. Donc entraîner ton excentrique, ça va en gros te rendre plus résilient. Par contre, à force de te forcer à résister à un poids, il ne faut pas oublier derrière si le but c'était d'avoir des capacités athlétiques ou des capacités juste de renforcement musculaire, il y a peut-être mieux et il y a aussi, c'est très facile d'en faire trop. Donc l'intérêt du tempo, c'est de te donner une idée de globalement la vitesse à laquelle tu es censé faire un mouvement, globalement pour toi. Un mec qui fait 2 mètres de haut et un gars qui fait 1,50 m, la descente au squat, ça ne va pas être de la même durée. Donc si les deux font une série de 10, je pense que si on chronomètre, on n'aura pas le même temps à la fin. Donc voilà. Et par contre, si on prend par exemple le curl et que tu fais du curl et que tu sens pas tes biceps parce que tu vas trop vite, et le fait de te bloquer sur un tempo, ça va te forcer à plus facilement, enfin, ça va te forcer, ça va te faciliter la tâche de te concentrer plus facilement sur ce que tu as envie de faire, à savoir le mouvement, et d'activer plus facilement certains muscles. C'est comme ça que moi, personnellement, j'ai développé beaucoup plus vite mes bras, c'est que j'ai pris des exercices sur lesquels je ne pouvais pas tricher, parce que mes avant-bras, c'est un point fort, et mes avant d'épaule aussi. Donc dès que je faisais des curls, en tout premier, moi je faisais comme ça. Je sais pas, mais voilà, je congestionnais des avant d'épaule et des avant-bras, alors que je fais du curl. Ouais. Bon, à faire du curl pupitre et du curl incliné en me forçant à compter jusqu'à 3 à chaque descente, en fait, ça m'a forcé à vraiment tout mettre dessus. Après, il y a d'autres trucs que j'ai modifiés. Et là, effectivement, le tempo m'a permis, moi, avec tout ce que j'avais déjà fait derrière, à savoir des tractions lestées à plus de 60 kg, des rowing à 140 et plus, ces genres de choses-là, et des curls stricts à 55, 60 kg et tricher à 80. Là, dans ce contexte-là, le tempo, je me suis dit,
c'est un bon outil à utiliser. Maintenant, ça dépend de tout en fait. C'est pas parce que tu ralentis un squat que tu vas forcément plus travailler un muscle que l'autre. Ça dépend de plein de choses en fait. Voilà, c'est comme tout. T'as ta boîte à outils et le tempo, c'est un outil qui est dedans, quoi, tout simplement. Génial. Ouais, bah écoute, trop cool. J'avais juste envie de rajouter un truc justement dans le côté, les gens qui sont trop dans l'intellectuel et qui se rendent pas compte du côté pratique. J'ai un collègue qui a résumé super bien la muscu en 4 mots. Il parle de muscu comme c'est la répétition des entraînements successifs. Donc en fait, c'est tout con, c'est euh, tu t'entraînes, ta récupération, adaptation, tu t'entraînes à nouveau. Et Ouais. c'est jamais un entraînement qui est utile. Tu vas prendre ton étude et tu te dis, si tu fais un seul entraînement, qu'est-ce qui va stimuler le plus le muscle, la synthèse protéique musculaire, le concentrique ou l'excentrique? Et l'excentrique c'est mieux. Les gars, vous savez pendant combien de temps il va pas pouvoir bouger après son truc d'excentrique là? Donc en fait, il y a toujours cette notion de rentabilité. Et donc du coup, si, comme tu l'as bien dit, tu vois, tu places quelque chose à un moment, à quel point ça te stimule, à quel point ça te déglingue. Bah, si un des deux côtés, il n'y a pas cet équilibre, je crois que c'est Mike Israetel qui suggérait ce fatigue to stimulus ratio, avec justement Ouais, toujours cette idée que peu importe ce que tu fais, si tu as deux trucs qui te stimulent de la même manière, prends celui qui te fatigue le moins. Bah, t'es pas un flemmard, tu es en train d'optimiser le stimulus. tout à fait, ouais. No pain, no gain, on s'entend si le but c'est justement de stimuler le plus possible. Enfin, c'est une mini parenthèse pour dire que voilà, ceux qui sont là, qui n'ont jamais fait de muscu de leur vie pendant plus de 2 mois, tu vois, puis qui se disent l'excentrique c'est mieux pour prendre du muscle, vas-y, bah, montre-moi dans un an Ouais. comment. Ouais. Montre-moi tes coudes et tes genoux, s'il te plaît. Ouais, aussi, ouais. On veut savoir. Ah, pardon, il y a quelqu'un qui a demandé le sujet du jour. On parle de musculation, si jamais, et surtout plutôt côté hypertrophie. On a fait quelques petites digressions parce qu'on est les deux coachs et on a fait plusieurs sports, mais on va rester plus musculation hypertrophie là, si jamais. Merci beaucoup à Alkali, vous êtes extrêmement intéressant, moi, cool. Alors, préactivation aide beaucoup aussi pour ce genre de problème. Ouais, ça peut être intéressant, carrément. Euh, ouais, ça dépend, ça dépend. Mais oui, globalement, oui. Ouais. Ouais. Faut- Par contre, Ouais, si vas-y, la vas-y. préactivation, c'est genre marcher en crabe avec une bande autour des genoux pour les fessiers, non, non, t'arrêtes ta merde. Non, non. Et tu peux faire Mais, tu peux faire des vues sur Instagram avec ça. Tu places bien la oui, caméra, tu te coiffes ah bien. oui, oui. Oui, par contre, voilà, tu veux faire des vues, tu fais ça sur TikTok et tout, voilà, il n'y a pas de problème. Maintenant, si Ouais. tu veux faire ça pour avoir des fessiers, non. Non. Il y a un truc qui s'appelle les rotateurs externes des hanches, tu vois, ça s'appelle le piriforme et le petit fessier, c'est ça que tu sens en fait. Le grand fessier qui est par-dessus, bof, voilà. Grand fessier, tu fais de la presse à cuisse à une demi-tonne, bien profond, avec une bonne flexion de hanche, là oui, tu vois, le truc à faire. Non, voilà. Même plutôt pied large d'ailleurs, Oui, tout à fait, ouais. au passage. Oui. Et oui, quand on a le pied trop large, c'est les adducteurs qui rentrent en jeu, comme ce sont des extenseurs de hanches secondaires. Donc, ouais. Yes. Comment annuler la rétroversion du bassin au squat si on veut casser la parallèle? Alors, tu veux répondre ou... Alors, j'ai plusieurs idées, mais je suis pas sûr qu'on peut l'annuler complètement déjà de base. Je sais pas si tu veux aller là-dessus, mais après, il y a aussi, en fonction de l'objectif, pourquoi tu veux descendre tout en bas. Si par exemple, tu as un objectif, bah, casser la parallèle, c'est que je comprends, c'est lié au sport de force, c'est lié à la force athlétique qui va justement te donner ces critères-là. Sinon, quelque part, c'est plus le côté pratique qui fait que pour un haltérophile, ça devient absolument essentiel par les mouvements qui vont amener cette nécessité d'amplitude pour bah, justement pouvoir passer plus facilement sous la barre avec un poids plus élevé. Sinon, casser la parallèle forcément, il faut regarder d'où tu viens en termes d'anatomie et de mobilité. Une fois que tu as vraiment bien poussé la mobilité, notamment au niveau des chevilles, si ta propre structure ne te permet pas de descendre avec un certain angle, je prends mon cas comme ça, je suis sûr de parler de rien de négatif sur qui que ce soit, mais moi, avec les pieds serrés, j'arrive pas à descendre. C'est impossible sans rétroversion du bassin parce que au niveau de ce qui se passe au niveau de mes hanches, donc col du fémur, acétabulum, on a vraiment un truc où si je monte droit, ça bloque. Si j'ouvre un petit peu, je sens que j'ai plus de marge et c'est quelque chose que je vois et que je peux mesurer. Donc c'est pas juste dans ma tête et puis je suis pas assez mobile. Je fais mon yoga tous les jours, donc ça c'est pas le problème. A priori, je suis plutôt trop mobile que pas assez pour faire de la force athlétique. Du coup, j'ai largement assez de mobilité de cheville, mais ma position fait que par rapport à ma structure anatomique, j'arrivais pas à descendre plus bas de ce côté-là. Pour d'autres personnes, c'est l'inverse. Je pense une femme qui doit mettre la misère à peu près à tout le monde en France, Lia Powerlift, je sais pas si tu vois qui c'est. Elle est squat vraiment, je crois qu'elle est Ça vraiment me, tout droit. ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Bah, Je crois qu'elle doit être à 220 kilos en squat. Je sais pas quel poids elle ouais. fait. Pas tellement. Tu vois, là, il y a un ami qui vient de dire coucou, c'est Guillaume. Salut Guillaume. Donc, Ouais, salut, tu vois, ce mec-là, il fait 1m80. ouais.
c'est un BG, il ressemble à Superman, le mec. Les gens, allez voir son profil, c'est un BG, vous allez voir. Et en fait, Guillaume, 1m80, longiligne, le mec, il squatte avec les pieds comme ça. Ouais. C'est-à-dire qu'il a les pieds plus serrés que sa largeur d'épaule, sa largeur de clavicule, et il descend comme ça. Mais vraiment, c'est un truc de dingue. Sa cheville, tu sais, tu vois la cheville, comme ça, si tu regardes le truc, tu fais waouh! Et non, il descend super bien. Et c'est aussi son bassin parce qu'il me l'a dit, il n'y a aucun problème. Et dès qu'il écarte plus les jambes, alors là, d'un coup, tu vois qu'il n'est pas stable et qu'il n'est pas bon, quoi. Ouais. Donc, oui, le premier facteur, comme tu le dis, Will, c'est effectivement. Ah oui, 1m83, pardon. Ah, il ne faut pas les enlever. Hein. Ah oui, non, 3 cm, non, c'est. Voilà. Oui, après, une fois que cette histoire de bassin, de mobilité de bassin, enfin d'anatomie de bassin, parce que je crois qu'il y en a 12 ou 13 en plus des morphotypes. Combien je saurais? Aucune idée. Il me semble que de la vie, on avait énuméré 12. Après, c'est pas forcément la référence de ça, parce qu'il ne connaît pas tout, mais il les avait dessinés en fait, et c'est vrai que là, tu voyais bien en fait. Okay. C'est les petites différences entre ouverture de hanche, justement, l'angle de comment le col du fémur, il arrive justement dedans, le petit bout d'os qui est devant, à quel point il est pointu, qu'il arrive vraiment devant, qui vraiment il englobe en surface. Donc voilà. La seconde, c'est la mobilité de cheville. C'est vraiment le truc. Enfin, moi, quand j'ai des élèves et qui me disent ouais, j'arrive pas à descendre au squat, Axel, le premier truc que je leur fais faire, c'est déjà, je leur fais faire un squat, je regarde. Et direct après, je leur dis maintenant, tu me fais une série de mollets. Pourquoi je vais leur faire une série de mollets? Parce que quand ils vont faire les mollets, je vais les forcer à rester en bas. Donc s'ils sont en bas, ils étirent les mollets. Si j'étire les mollets, ils étirent la cheville. Et le moment où je leur fais faire une série de ça, bon, ils ont les mollets qui font mal et tout. Bon, voilà, ils souffrent, ils m'en veulent, on s'en fout. Ils refont du squat. Et là, d'un coup, hop, 5 cm de gagné, sorti de nulle part. Donc c'était la cheville était le problème. Maintenant, c'est aussi peut-être la posture. Il y a beaucoup de gars qui font du squat avec, je sais pas si j'aurai la place de montrer, mais ils ont la barre comme ça et en fait ils ont les épaules comme ça. Donc tu peux pas en fait. Le squat, t'es censé, il y a plein de mecs qui utilisent le petit pad, là, le pussy pad, tu sais. Bah justement parce qu'ils sont comme ça, donc forcément tu mets pile sur les cervicales, ça fait mal. Au squat, t'es censé être là comme ça, et t'es censé avoir tes trapèzes, je sais pas si on verra, voilà, sans avoir deux boules là, en fait, et t'es censé poser la barre là-dessus. Et si tu es comme ça, forcément, tu as la poitrine sortie. Donc, si tu as la poitrine sortie, tu te tiens droit. En te tenant droit plus facilement, enfin, en te tenant droit, tu as une meilleure relation de tension-longueur au niveau du bassin entre les fléchisseurs de hanches, les quadriceps, les ischios, les fessiers et les lombaires. Donc, quand tu as ce ratio de tension qui est plus équilibré, tu descends beaucoup plus facilement. Et des fois, c'est juste cette histoire de coude. C'est vraiment juste passer de ça à ça. Et il y a plein de personnes chez qui ça suffit. Et après, effectivement, le dernier point, tu l'as déjà dit, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux descendre aussi bas au squat? C'est pour impressionner des gens, c'est pour avoir de plus grosses cuisses, c'est parce que c'est ton sport qui te force à faire ça. Pourquoi? Quand tu auras ta réponse, tu verras si oui ou non tu as besoin de descendre aussi bas au squat. En sachant que, effectivement, globalement, le squat le plus complet possible, c'est plus efficace pour plein de choses. L'athlétisme, la puissance, la force, la prise de muscle, etc. etc. Mais globalement, on a quand même vu depuis 100 ans, Leroy Colbert, années 50, le disait déjà, quand tu veux juste des grosses cuisses, globalement, tu descends la parallèle et c'est le meilleur ratio pour un, ne pas te détruire les genoux, deux, éviter de prendre trop en fessier, si le but c'est de prendre des cuisses, et trois, ne pas te flinguer la colonne, parce que plus tu descends, plus il y a quand même de cisaillement au niveau de la charnière lombo-sacrée, surtout au niveau de la L5 et S1 et des premières sacrées. Et c'est là souvent qu'après on a des gens, par exemple Reg Park, qui est en mode full bourrin, en série très lourde, des séries de 5 à 8 souvent, qui dans ces dernières années, années 40-50, quand ils faisaient encore beaucoup de muscu, ils disaient j'ai le bas du dos qui est flingué, j'ai mal aux épaules, enfin voilà, il y a plein de problèmes. Et les choses qu'on lui a demandé, c'est si tu remontes le temps et que tu recommences, qu'est-ce que tu ferais de différent? Et ben il a dit le squat, je l'arrêterai à la parallèle, je chercherai plus à comprendre. Donc voilà. Salut Elizen. Elizen. Salut aussi. C'est ça, Elizen. Ouais. Une question intéressante sur, je dirais, côté planification, si on veut à la fois être fort et puis développer l'hypertrophie. Est-ce qu'on va faire, voilà, est-ce qu'on fait un cycle de force? Est-ce qu'on mélange un peu les deux? Qu'est-ce qu'on fait au niveau concentrique, excentrique? En gros, je ne veux pas dire que c'est en résumé, est-ce que la problématique du power builder, comme on dit souvent, c'est possible ou pas du tout? Ou est-ce que ça s'oppose? Il y a plein de trucs hyper intéressants à dire parce qu'on a l'impression souvent que c'est l'un ou l'autre, que les athlètes qui sont forts, ils ressemblent à rien. C'est pas méchant contre les athlètes de force, mais souvent des fois, t'en vois certains, tu te dis putain, le mec, on le voit comme ça, dans la rue, on se dit rien du tout, à part que il a clairement les trapèzes un peu plus solides que les autres. Et puis, il va soulever des poids juste hallucinants, il va avoir un côté un peu
droit parce que évidemment c'est pas le côté un petit peu, je caricature, mais le côté princesse bodybuilder, taille fine qui fait pas très solide, mais épaule super large qui fait impressionnant. Et cette espèce d'illusion, mais qui est pas forcément, voilà, celle que tu vas trouver chez un strongman qui est vraiment genre en mode, faut attraper quoi. Et Ouais. Hulk, ouais. Bah, du coup, est-ce que tu peux faire un peu des deux? Quelle est la limite? Comment tu la places? Bah, je dirais tout ça c'est cool, mais tu peux jamais pousser vraiment les deux au max parce que tu peux pas avoir à la fois le plus fort et le plus esthétique dans un même physique, je pense en tout cas. Mais là, tu es beaucoup plus calé que moi pour le côté. Est-ce qu'un un athlète vraiment stock, bah, tu as compris le principe, hein, peut arriver selon toi, avec aussi les critères que tu as du côté esthétique, le posing et tout, je pense à toi, je pense à Jordan, je pense à ces gars qui posent et qui ont vraiment cette capacité à créer ce genre d'illusion. Tu peux prendre un athlète de force et dire ok vas-y on va te changer d'un côté où ça te semble impossible ou de base même structurellement c'est pas possible. Je sais pas si c'était la question de base mais moi je vois tout ça à la fois puis je fais wow c'est chaud quand même d'avoir les deux au max tu vois. Je voulais juste pour être sûr, hein, Vas-y reste comme ça, c'est pas risque ma tête qui perturbe la question. plutôt combiner la force, ouais. Moi, en fait, la réponse, elle est très simple. Ça serait, t'es naturel, tu devrais pas te poser la question parce que plus tu seras fort, plus tu seras balèze. Ouais Voilà. naturel ok ouais. Voilà. À partir du moment où tu fais du coucher à 200 kilos, que tu fais du squat à, je sais pas, 240 et du soulevé à 300, t'as pas d'histoire de est-ce que je suis assez musclé, est-ce que je suis assez fort et tout. 300 kilos, je connais personne euh, personnellement qui l'ait soulevé, j'ai vu que deux gars le faire. Non, mais McGregor, ça compte pas. Le troll aussi, là. Non, non, moi, je mange pas des œufs de canard. Enfin, je sais plus ce qu'il dit, mais. Enfin, et ouais, quand tu es naturel, tu peux pas juste être fort et ressembler à rien. Par exemple, voilà, il y a beaucoup de gens qui me disent doper parce que j'ai des gros trapèzes et que j'ai des Ouais épaules et tout. mais ça fait un Ouais. look dopé hein, c'est vrai. Oui, non, oui, totalement, j'en suis Ouais. conscient. Les épaules, tous mes développés verticaux, globalement, je suis à 100 kilos et plus. Voilà. En max, hein, je parle une rep max ou deux, trois, voilà. Les trapèzes, j'ai déjà soulevé une demi-tonne. Je fais du shrug à 340 kg à mon pic. Je fais des soulevés de terre au sol à 200 kg minimum. Et sur bloc, en dessous des genoux, évidemment, en prise large. Donc, pas snatch, mais genre, je suis pas comme ça, là. À peu près, ouais, 240. Avant de partir au Canada, c'est ce que je faisais. Ouais, 5 x 5 à 240. Et au Canada, Ok. je faisais 220 série 10. Est-ce que tu penses que quelqu'un avec des performances comme ça va ressembler à une fourmi? Je pense pas. Donc, il y a ce ratio, effectivement, la tension mécanique que tu envoies sur ton corps et l'adaptation qui se fait en fait derrière. Donc, quand tu es naturel, il n'y a pas d'histoire de power builder. Ça, je montrerai de toute façon dans des vidéos et des articles sur mon site, mais les premiers mass monsters, au sens strict du terme, en fait, déjà dès les années 40, on avait qui existait, notamment un gars qui s'appelle Maurice Jones, tu pourras la regarder si tu as envie. Le mec faisait des soulevés jambes tendues sur le banc, c'est-à-dire que il est debout sur un banc et il a la barre qui est quasi en train de frôler ses orteils. Il porte avec ses mains, donc le dos pas forcément très droit, mais voilà, il lève. Il a levé 220 comme ça. Le gars faisait 1m70, il faisait 90 kg. Il faisait du développé couché à 180 en série. Il faisait des tractions lestées à 40 kg, alors que le mec, il en faisait déjà pas 90. Et le mec faisait des sprints lestés sur des montagnes parce qu'il adorait la randonnée avec des sacs à dos qu'il lestait. À ton avis, quand je te sors ce genre de portrait juste au niveau des performances, qu'est-ce que tu imagines en premier qui vient comme ça? T'imagines un mec, mais le gars est aussi grand que large, tu vois. Donc c'est l'histoire de powerlifting, de machin, de power builder et tout, tu t'arrêtes. Quand t'es naturel et que tu veux être balèze, il faut que tu deviennes fort. Après, pour rejoindre Will sur son idée d'esthétique, effectivement, le principe le plus bête, c'est-à-dire épaule large, taille fine. La taille fine, ce sont des muscles, on en parle dans l'ebook d'ailleurs avec Jordan, les muscles, ça s'hypertrophie. Il n'y a pas d'histoire de perdre de la taille, machin et tout. Soit tu perds du muscle ou tu perds du gras, soit tu prends du muscle et tu prends du gras. Voilà, on ne peut pas moduler plus que ça, globalement. Donc, quand je te parle de soulever, de squat et tout à 300 kg et plus, bah forcément, tes muscles de gainage vont devoir aussi les supporter, les bouger. Donc, forcément, même si c'est de l'isométrie, il va falloir les travailler. Donc, il va falloir sûrement qu'ils surcompensent. Donc, ils vont grossir. Donc, à quel point, en fait, tu choisis d'aller trop dans la force et laisser l'esthétique derrière ou un peu plus en arrière-plan et plus l'esthétique au contraire devant et la force un peu en arrière-plan, ça c'est toi et toi seul en fait. Moi personnellement, avant de partir au Canada, je balançais, j'allais vraiment comme un bourrin sur les soulevés, toutes les variantes de soulevés, je faisais du roumain, du snatch grip, du snatch grip roumain, je faisais du block push, je faisais avec élastique, enfin je faisais vraiment bourrin partout. Ma taille c'était un peu épaissi, j'avais 74-75 cm de tour de taille. Ouais, ça, Euh, Pardon. ça reste fin pour ta carrure, hein. C'est pas le truc que Euh, tu t'attendrais à avoir quoi. Bah, c'est-à-dire que moi, mon set point, entre guillemets, c'est plutôt 72-73. Ok.
Et voire même si je fais pas de soulevé, c'est plutôt 71, tu vois. Donc, voilà. Ok, ouais. Je Ouais. commence à comprendre un peu mieux. Bah oui, tu vois, c'est tout fin. Ouais, Enfin, là, même là, j'ai travaillé toute la journée, j'ai les lombaires congestionnées, je le sens. Enfin, bref. Donc voilà, il y a un moment où je me suis dit, bah oui, ça va, 74, 75, j'ai les épaules là, bon, voilà, ça va. Mais il y a un moment, en plus, je faisais avec ceinture. Donc les ceintures, ça diminue un peu l'activité abdominale. Il y a un moment, je me serais dit, bon, tout s'est soulevé, c'est bien, ça me fait un gros cul, ça me fait un gros dos, ça me fait des gros ischio-jambiers, j'ai des avant-bras et tout, des trapèzes. Mais il y a un moment, les abdos, voilà. Donc après, c'est à toi de choisir en fait. Mais après, tu regardes tous les meilleurs bodybuilders actuels, dopés ou pas dopés, on s'en fout pour le coup, mais tu regardes tous les gars dans le top 10 Olympia. Je pense notamment à Ian Valliere, c'est un Canadien. Mais sinon, il y a James Hollingston. James Hollingston, c'est un gars, au squat, il fait 3,40. Au soulevé de terre, il fait pareil, 3,40. Développé couché, il fait 2,60. Et au contraire, le mec, il est tellement fort du coup sur du poids libre qu'il est obligé de faire beaucoup plus de machines, de guidées et de poulies. Parce qu'en fait, ça devient trop risqué pour lui de faire du libre avec ce genre de charge. Et surtout que c'est, pour le squat par exemple, un squat à 3,40, c'est pas tes quadriceps qui te limitent, c'est ton dos. Littéralement, c'est ta colonne vertébrale. Quand tu es bodybuilder et que tu veux des gros squeeze, bah, du coup, si le squat n'est plus le meilleur outil pour toi, tu le jettes. Et donc, ce mec-là, il fait du squat à la Smith Machine, il fait du hack squat avec les super belles machines qu'ils ont là en Amérique. Il fait de la presse à cuisse, du leg extension avec 3 bandes attachées derrière, enfin voilà. Et à chaque fois, le mec, il te met toute la pile, il te met des trucs, enfin, truc de fou, quoi. Et il a des grosses cuisses. Donc, il est un power builder, techniquement. Mais il est fort aussi, mais il fait de la masse. Parce que les deux sont intrinsèquement liés. Et après, c'est plus qu'une histoire de comment tu fais pour devenir le plus fort, le plus rapidement possible, ou en prenant le moins de risques possible. Voilà, c'est tout. ouais, cool. J'aime bien que tu places une notion de risque là-dessus aussi parce que finalement, tu parles de beaucoup de trucs où tu pousses quand même comme un bourrin. Tu as une méthode qui, de base, est quand même assez différente de la mienne, hein. Et du Ouais. coup, le fait que tu tiennes aussi longtemps et que tu gardes cette notion de risque dans toute l'équation tout le long, c'est ce qui fait que tu as duré aussi longtemps quand même. Parce que, voilà, je veux pas caricaturer, genre, t'y vas, tu pousses, et puis moi je réfléchis trop, et puis voilà, c'est un peu notre opposition comme ça. Mais dans l'idée, tu vois, je pense que sans cette notion de faire au mieux pour devenir plus fort, pousser plus lourd, etc. Mais quand même avec la notion de pas déconner au niveau du risque. C'est voilà, tu t'entraînes depuis combien de temps total? Bah là, le 17 juin, ça fera 9 ans. Ouais, ok, ouais. Bon, je sais pas si tu voulais parler de blessures ou si tu voulais prendre les. Moi, c'est une question qui m'est venue. Je sais pas si on a des questions depuis, mais on a des Ah, questions. Vas-y. ah oui, il y en a plein là. Mince, j'ai Ouais, raté les vas-y. trucs là. Coucou tout Mec, le monde, Céline. Bonjour, je suis lente sur beaucoup de mes mouvements, squats, traction, comme si j'étais sur mes dernières reps. Une explication, ratio, type, libre, conseil pour optimiser. Ouh, intéressant. Bon, en même temps, c'est compliqué. Moi, je suis explosif depuis tout petit, donc je suis pas le gars qui se pose trop ce genre de questions. Mais bien sûr, il y a plusieurs choses de ce côté-là que tu pourrais regarder. T'as quelque chose en tête d'assez précis ou tu veux que je donne ouais. mon. Ouais. Vas-y, alors vas-y, go. Bah, deux choses. La première, effectivement, pas si sportif et génétique. Si toute ta vie, tu as fait de l'athlétisme en sprint ou du sport de combat, tu es naturellement avec une explosivité naturelle parce que tu as fait des activités qui t'ont forcé à avoir ça. Si, comment ça s'appelle Céline. Si Céline, tu as fait, je sais pas, de la course de fond ou de la natation sur 500 mètres ou des trucs qui te font bouger lentement mais sur la durée, tu n'as pas habitué, un, tes muscles et deux, ton système nerveux à être comme ça. Donc, tu n'as pas juste une adaptation au niveau de la vitesse de ce que tu fais, tu as aussi une adaptation de ce qui va se passer quand tu fais de la musculation. C'est-à-dire que du coup, évidemment, le type de fibre, c'est intrinsèquement lié, hein, ce que je suis en train de dire. C'est autant les nerfs envoient pas forcément autant de jus aussi vite que d'autres personnes. Et en plus, du coup, ton profil de type de fibre est adapté à ce que tu as fait avant. Donc, quand tu arrives sur de la musculation, globalement, à part si tu as des types de fibres, entre guillemets, grises, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter à peu importe ce que tu leur mets dans la gueule, c'est des X, c'est des type 2X, donc de X, qui peuvent aller en A ou en B ou en 1. Bah, avec la musculation, ça va dépendre en fait du type d'effort que tu fais, quoi. Après, c'est aussi le fait que bah, tu es une femme. Et au niveau des différences, les rares différences physiologiques que l'on peut noter entre les hommes et les femmes dans la musculation, en tout cas, même dans le sport globalement, c'est que les femmes ont tendance à être moins explosives, moins intenses que les hommes. C'est-à-dire que si on te prend toi, Céline, et qu'on te clone et qu'on te fait un clone de toi pareil, tout pareil, mais que c'est un homme, et qu'on vous met tous les deux à la barre au développé couché, ou le squat, on s'en fout, hein. On prend toi qui fait 5 répétitions, on prend ton 5 max
et on prend lui, du coup, ton clone, mais version homme, 5 max de répétitions au coucher, bah toi, on augmente juste de 5 kilos, juste vraiment 5% de plus, et d'un coup, tu te casses la gueule, tu n'en fais plus que une ou deux. Alors que le mec, il va en faire 5, il va juste peut-être serrer un peu plus les dents, ou alors il va en faire 4. Et par contre, lui, pour aller chercher la répétition max, il va falloir rajouter 20 kilos. Donc ça, c'est une adaptation, je pense, avec ça date un peu ces trucs-là, faudrait que je relise, mais il me semble que c'est des adaptations juste à cause des hormones qui influencent forcément plus le musculo-squelettique, mais qui influencent aussi au niveau du système nerveux. Et globalement, les femmes sont moins intenses que les hommes. Par contre, derrière, vous pouvez encaisser plus, vous avez plus de résistance et vous récupérez globalement plus vite. Voilà, pour la petite histoire. Donc c'est sûrement ça en fait. Je pense que pour les femmes, en fait, et ça, du coup, j'ai quand même coaché des femmes en personne à la salle. J'ai vu quand une femme commence à dire ah, ça fait mal, ça brûle, j'ai envie d'arrêter, admettons, elle a fait 10, en fait, tu peux lui en faire 25. C'est aussi, aussi le fait que rarement les femmes savent se pousser jusqu'à la fin. C'est pas que c'est c'est pas que c'est des petites princesses qui ont peur, hein. C'est juste que je pense que c'est une habitude à avoir et que peut-être d'instinct, ils l'ont pas en fait. Là où un homme, il peut se déchirer sur une série, et même quand au développé couché, on en a eu plein des comme ça, je parie toi aussi, Will. Le mec, tu vois, le coucher, il monte comme ça. Toi, tu vois le truc à côté, tu te dis, bon, il va poser la barre, il a compris là. Et le mec, il repose pour une autre. Tu te dis, mais c'est con, hein. Alors que l'exemple avec la femme, c'est que souvent, ça va être là, et puis elle va ralentir un peu, elle va faire, ouf, c'est dur, et elle va poser. Non, 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 encore 5, encore 6 même. Tu vois, donc voilà, pour moi, c'est la réponse que j'apporterai. Les axes peut-être d'amélioration, de réflexion que tu pourrais avoir. Je pense que tu peux forcer plus et que c'est pas parce que tu perds de la vitesse que c'est pour autant euh, mal ou que c'est tes fibres qui vont pas ou voilà. Mais fais-ça en sécurité quand même un peu. Voilà. Je suis pas en train de te dire d'aller faire des bêtises. Voilà. Non, mais nickel. Ouais, c'est vrai que ce truc qui est assez fou. Là, je vais rajouter une mini composante qui est peut-être plus du côté socio, même si tout est lié au final. Mais c'est vrai que un homme va plus avoir tendance à vouloir faire le bonhomme, spécialement en groupe où on sait qu'entre hommes on est forcément plus intelligent que tout seul. Pas forcément. Donc, du coup, le fait de vouloir aller chercher des trucs alors qu'on est déjà au bout, c'est plus un truc de mec pas forcément malin. Et puis le fait de peut-être pas se dire qu'on peut aller aussi loin, c'est peut-être aussi quelque chose qui peut venir d'un côté social, dans le sens c'est pas forcément positif d'aller aussi loin que ça. Et puis c'est vrai que en étant quelqu'un qui sort des études en sport, quand tu connais des femmes sportives qui elles ont l'habitude de se pousser et tu les mets, ces femmes sportives qui sont vraiment, c'est toute leur vie et tout, et compétition et tout ça, dans un groupe de femmes sédentaires qui font pas grand chose, mais tu prends un mec compétition, etc., tu le mets dans un groupe d'hommes sédentaires, bah les mecs qui ont jamais rien fait de leur vie, ils vont peut-être plus naturellement avoir tendance à regarder qui peut soulever le plus lourd au développé couché, alors qu'entre femmes, concrètement, c'est la notion de vouloir aller au bout de cet effort-là. Il y a peut-être un truc aussi sociaux qui, quelque part, fait qu'on est, on va plus vouloir se comparer, et en même temps il y a le côté qu'on avait détaillé nous aussi dans le premier live au niveau du gros sujet de la virilité. Est-ce que c'est un peu plus ancré ou non? Je sais pas, mais je pense qu'il y a tout ça qui joue un rôle, mais Ouais, le je fait de pense que c'est cool en redonner, fait. ouais, redonner un côté confiance, on peut vraiment se dire ok, mais une femme a le droit de se donner tout autant qu'un homme, et puis même attention quand ça y va suivre une femme qui fait vraiment des séances fessiers à fond, et qui va se donner. Bah, tu avais dit que tu avais rencontré, bon, je sais pas si Alison va voir ce live, mais que tu avais rencontré Alison Testo, qui elle est vraiment une athlète complète à tous les niveaux. Bah, je pense que tu vas essayer de suivre une de ces séances, et puis vous mettez la même intensité. Il y a aucune femme qui a plainte, tu vois, en termes de ce que tu peux donner, tu vois. Bref, Ouais, je surfais un petit peu là-dessus pour dire que il y a peut-être aussi ça à prendre en compte et que c'est tout ouais. finalement. Ok, Non, quoi. bah, pour m'être déjà entraîné plusieurs fois à côté d'Alison, c'est vrai qu'au niveau de l'intensité, il y a une gestion qui est vraiment différente. Après, bon, là, elle commencerait pas, elle rentrait pas, donc c'est peut-être pas forcément le meilleur moment non plus, mais je me souviens qu'il y avait quand même quelques semaines, je l'ai vu s'entraîner au niveau des épaules, à se déchirer jusqu'au bout. C'est-à-dire que la série, je crois, a fait 2 minutes, j'ai le temps de faire ma série, de me poser, de refaire une autre série, elle a pas fini en fait. Et vraiment, elle va jusqu'au bout, quoi, elle se détruit. Mais évidemment, elle a un super coach et elle a compris aussi comment elle fonctionnait, comment c'était adapté et Ouais, autres. Donc voilà, et puis de toute façon, globalement, sur les épaules, à l'isolation, élévation latérale et tout, tu vas pas forcément non plus faire des séries de 8, quoi. Donc, enfin, quand t'es intelligent. Donc, je pense, oui, il y a aussi tout ça. Mais c'est vrai qu'Alison, bah, par exemple, l'autre jour, je l'ai vu, elle faisait Big Trust. J'étais surpris parce qu'elle mettait que 160. Et je m'étais dit, bah, elle a des fessiers, c'est n'importe quoi. Enfin, je m'attendais à ce qu'elle mette plus, parce qu'en plus, des femmes qui font des trusts très lourds, ça existe. Hein. Au niveau du ouais, potentiel de force du bas du corps, les femmes elles peuvent y aller. Voilà.
Et je lui ai demandé, et elle me dit non, je suis en prépa, je préfère, c'est plus pour le confort, et puis comme ça, vraiment, je me concentre sur ce que je veux. Et je dis, ah, d'accord, ok, ok. Je faisais mon isolation de bras à côté, je regarde un moment quand on faisait sa série, je faisais mon temps de repos. Elle faisait une pause, je crois, de 5 à 8 secondes à chaque rep en haut du mouvement. Et Ah, tu l'as vu qu'il contractait tellement fort que ses pieds faisaient comme ça. Tu les voyais qu'ils faisaient comme ça. Donc voilà. peut-être que la charge que toi tu vois, tu te dis, ouais, bon, ok, d'accord, c'est bien, mais ouais. Mais en fait, ce qui se passe à l'intérieur, tout le jus qu'elle envoie, c'est d'un autre niveau, en fait. Et, D'accord. Non, et non, ouais, non, ça donne une très très bonne idée, hein. Purée. ouais. Ah, quand tu fais ton ultra et que t'as Parkinson, c'est que, ouais, c'est, ouais. Purée. Alison, si tu nous regardes, t'es incroyable. Voilà, bref. Ouais, non, mais bon, bah, voilà. La parenthèse Alison, c'est fait, mais c'est une des athlètes francophones vraiment les plus dingues, clairement, hein, je pense, quoi, au passage. Hmm. Alors, ben, on a plein de questions. Par contre, ça fait déjà 1 heure. Est-ce que tu veux qu'on essaie d'en avoir quelques-unes? Oui, bien sûr. Je vois que tu as pu voir notre réponse, tant mieux, tu étais encore là. Avec plaisir. Cool, 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 cool. Alors, tac, 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 tac. L'impact de l'âge sur la prise de muscle. Ah oui, hyper intéressant. Ouf, Ouais. Moi, je dirais c'est plus en fait, c'est plus le profil hormonal et effectivement l'âge rentre en tant que facteur là-dedans. Mais c'est plutôt le profil hormonal parce que tu as des gars à 40 ans, ils sont cassés, et tu en as à 60 ans, tout se passe bien encore. Mais après, globalement, moi, si je voulais aller le plus vite possible, je dirais plus tu t'éloignes de la vague d'hormones que tu as eue à l'adolescence où tout a pété pour te faire croître à l'âge adulte, plus ça va être dur de prendre de la prise de muscle parce que moins ton corps va être dans une position anabolique en fait de se dire faut que je construise des choses. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit aux jeunes à chaque fois si tu dois faire du sport globalement, bouger ton cul, tu le fais pendant l'adolescence et la première partie, enfin même l'enfance, et tu le fais dans le début de tes années, enfin ton début de vingtaine, parce que c'est là que ton corps il envoie le plus au niveau hormonal. Parce qu'à partir de 35, je ne sais plus si c'est 35 ou 40 ans, globalement, ton corps ne fait que résister à une lente dégénérescence globale qui arrive, que un, le sport va ralentir, et que deux, faire du sport va promouvoir en fait un style de vie et oui c'est ça un style de vie donc voilà un contexte voilà, qui fait que ce processus littéralement de vieillissement, tu vas le ralentir. Maintenant, tu prends la même personne, toujours la même personne, le même individu, tu prends la version 14 ans, tu prends la version 65 ans, forcément à 14 ans, ça sera beaucoup plus facile de prendre du muscle. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Will? j'avais non seulement envie de mentionner ce que tu mentionnais là, mais surtout le fait que des fois la question vient avec quelque chose du style est-ce que c'est trop tard de commencer? Et j'avais envie de répondre direct comme premier truc, non, non, c'est jamais trop tard de commencer clairement, parce que même si le potentiel est peut-être pas le même qu'à une certaine époque, là j'ai des. Bon, après, tu vois, c'est peut-être un peu le côté sensationnel et tout des réseaux sociaux, mais tout à coup, tu vois une femme de allez, 75 ans qui a jamais fait de muscu de toute sa vie. Tout à coup, elle se retrouve à 84 ans, sa première compétition de force athlétique. Donc, ça fait 9 ans qu'elle fait de la muscu. Elle a commencé à 75 ans. Et puis, tu vois ce qu'elle a été capable de faire. Et puis, finalement, elle se fait des Ouais. records. Bon, bah, Ah oui, 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 ouais. et Tout à fait. sur le c'est jamais trop tard. Je voulais juste rajouter ça, sinon je te rejoignais sur le reste. Mm. Donc, clairement pas que ça devienne une excuse de Oui, normalement je suis sur le déclin. Bah, ça dépend de ce que tu as exploité comme potentiel aussi avant. Parce que tout à fait. Ouais. clairement, quand on n'a pas fait grand chose, le potentiel de progrès, même âgé, il est quand même impressionnant, quoi. Ouais, tout à fait. Et je rajouterais même qu'il y a un gars qui a, je crois qu'il a 98 ans, c'est un Norvégien, il me semble. Ou alors c'est un gars d'origine du Nord, mais qu'il est en Amérique, je ne sais vraiment plus. Il tape encore des records dans sa catégorie en powerlifting, sa catégorie d'âge. Il tape encore des records où il fait des soulevés, je crois, à 180, des trucs comme ça. Aussi. Il fait des couchés à 90, et à 98 ans, quoi. Euh, Et je me souviens aussi d'avoir vu un centenaire, je crois qu'il avait 101 ou 102 ans, faire un sprint. Bon, l'explosivité à cet âge-là, il n'y a plus. Le gars, t'as l'impression il fait un footing. oui. Mais ouais, il est 102 ans, il est debout, il n'a pas de canne, il n'a rien du tout, il se tient droit et comme ça. Donc voilà, il faut le faire. Donc jamais trop tard, jamais Yes. d'histoire de voilà, t'as une scoliose, t'es tordu, t'es blessé, t'es machin, tes trucs, on s'en fout. Tu vas. Il n'y a pas d'excuse, tout va bien se passer et tu vas dès le départ réagir très très vite. Là actuellement, j'ai commencé par exemple à coacher un gars, c'est un collègue de mon père, il a 48 ans, le mec, ou 46, je sais plus. Il a jamais fait de sport de sa vie, jamais, jamais, il a rien fait du tout, il a rien fait. Même petit, il grimpait pas aux arbres, il a rien fait. Là, ça va être le deuxième mois que je le coach, il a perdu quelque chose comme 12 kilos, juste à changer la diète, à bouger plus. Avant, il ne faisait pas de pompe, et quand il en faisait deux, c'était sur les genoux. Maintenant, il m'enchaîne des séries de 10, des pompes normales, et pas avec les coudes comme ça, des vraies pompes bien,
comme ça. Aux tractions à la poulie, on a doublé la charge qu'il utilisait. Avant, développer Alter 6 kg, il était comme ça. Maintenant, c'est plus comme ça. Enfin, voilà, très rapidement, en 2 mois, c'est ça. Donc, imagine dans 6 mois, imagine dans 1 an, etc., etc. Il n'y a pas d'âge pour commencer. Et en musculation, c'est ça qui est bien, c'est que tu auras toujours un truc à faire. Peu importe l'état dans lequel tu arrives, il y aura toujours un truc à faire. Voilà. Trop stylé. Là, la réponse complète. Donc, magnifique. Ouais, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de questions. Il y a une notion de temps, mais si La méthode Euro, du docteur Andreo Spina, la mobilité, amplitude plus force plus contrôle moteur. À ces sujets aux blessures, ça va clairement améliorer la capacité de mes tissus. on n'est pas perso, mais Alors moi, ça me dit rien, mais globalement, en fait, effectivement, si tu as un tissu, que ce soit cartilage ou tendon, et que tu as un problème parce que tu as des blessures répétées, c'est que, un, tu manques de force, deux, il y a un déséquilibre au niveau des tensions de l'articulation, même de la capsule articulaire même, et trois, tu as besoin de travailler la mobilité à 100%. Et la mobilité, c'est pas juste être souple, c'est envoyer de la force et du contrôle dans l'articulation pendant que tu la bouges sur une grande amplitude. Donc, effectivement, plus tu augmentes cette amplitude tout en diminuant la douleur, en augmentant la force, plus effectivement ça sera, enfin, je veux dire, c'est logique. Maintenant, la méthode même qu'il utilise, je ne la connais pas. Mais là, ce que tu me racontes, oui, c'est logique. Moi, enfin, je me suis disloqué une rotule. C'est exactement le protocole que j'ai suivi sur le papier, en tout cas, pour me faire ma propre réhab. Qu'est-ce que tu en penses, oui? écoute, je te rejoignais, puis en même temps, j'ai vu tout à coup quelqu'un qui t'a fait une vague de compliments, donc j'étais en train de rigoler en voyant quelqu'un qui te dit I love you. Excuse-moi. Oh merde, ça c'est Max, ouais. Je disais ça en même temps. Comme je sais pas faire deux choses en même temps, tu m'as parlé, j'ai vu ça, je te mords de rire, je pouvais pleurer. Non, mais c'est Max. Salut Max, moi aussi je t'aime. Ah, c'est le meilleur, ce gars. Je te demandais, ouais, du coup, par rapport à ce que j'ai dit, est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose qu'on peut rajouter ou... Non, non, nickel. Bon, ça me va bien. Nickel. Ouais. Alors, On se dit quoi, juste par rapport au temps, on prend encore deux, trois questions et puis. ouais, deux, trois questions, ça sera bon, ouais. Cool. Putain, Max, c'est un fou. Donc, est-ce que t'es aux toilettes? Je t'ai répondu. Est-ce que t'as OnlyFans? C'est bon, là, c'est bon. Alors, il est urgent de s'y mettre, comme dirait Gundil. Ouais, il est urgent de s'y mettre, clairement. Ouais. Alors, Ah oui, totalement, ouais. La masse. La masse. la résistance à l'âge, ce serait principalement génétique. Euh, alors, Non. je déteste. Moi, j'ai un problème philosophique avec le déterminisme génétique, au-delà même de l'aspect que, bien sûr, les gènes comptent toujours et tout ça, mais enfin, dès le moment qu'on a une mentalité qui est la suivante, faire au mieux avec ce qu'on a, c'est pas que la génétique, on s'en fout, mais c'est à peu près le dernier des soucis. C'est-à-dire, tu veux faire quoi? Tu veux faire de la thérapie, je sais pas quoi, génique, où il y a des trucs, je sais pas si on y est encore, mais en gros, voilà, c'est. Si t'as pas cet objectif de vouloir essayer de devenir transhumanisme, je sais pas quoi, fais ton truc, fais le mieux possible, et puis le reste, les tests, voilà, laisse les gens s'en mettre plein les poches pour te dire, tu es censé faire plus ça en fonction de telle typologie musculaire que tu as vérifié avec machin. Pour le moment, on n'en est pas là, en tout cas pas de ce que je comprends. On n'est pas à un stade où vraiment c'est d'abord tu fais ton profil génétique, ensuite tu fais ça, ou d'abord tu mets les gens dans des cases au niveau alimentation, puis ensuite tu as des résultats. Vas-y, teste, améliore des trucs, garde certains principes qui sont importants, et puis ben, le reste, voilà quoi. Après, je suis désolé, c'est pas la réponse que tu attendais, mais clairement, le côté génétique, je le mettrais en tout dernier dans mes préoccupations, quoi. Ouais, totalement. De toute façon, tu peux rien y faire. Enfin, tu peux en prendre conscience, te dire, bah, Ouais, effectivement, voilà, je suis pas pareil que mon voisin, mais après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rouler par terre parce que tu n'aimes pas ta largeur de clavicule. Enfin, non, enfin, fais ce que tu as envie de faire et fais-le en fonction d'eux, mais point, ça s'arrête là, quoi. C'est vraiment, c'est le dernier truc qu'il faut. Enfin, et d'ailleurs, même le simple fait de te dire, ouais, ma génétique veut que machin truc, tu vas te mettre tout seul des facteurs limitants. ouais, ça, En 2018, je crois, ouais, c'est ça, 2018, 2017. Non, 2017. 2017, j'ai soulevé 460 kilos en hand and side lift. Donc, c'est juste, enfin, la barre, elle a bougé 5 cm. C'est genre vraiment le verrouillage d'un soulevé de terre. J'ai bougé 460 kilos et c'est l'équivalent de 1000 livres. Jamais, à 17 ans, quand j'ai commencé la muscu, je me serais dit un jour, je vais bouger 1000 livres. Et quelques mois après, j'ai fait les 500 kilos. ouais. Et quelques mois après, j'ai fait les 534 kilos. Donc, j'ai soulevé plus d'une demi-tonne. Jamais de ma vie, je me serais dit que je l'aurais fait. Et jamais de ma vie, quelqu'un aurait pu me dire avec ma génétique, oui, tu aurais pu le faire parce que voilà, je pars vraiment de loin en plus. Il y a très peu de gens qui le réalisent, mais bon, il y a une vidéo qui arrive là-dessus pour montrer. Donc, non, non, les génétiques, ça reste la génétique. Fais ta vie. Fais ta vie. Voilà, voilà. Magnifique. Des astuces pour faire ressortir ses abdos pendant une prise de masse. Bah, travaille-les, deviens pas trop gras, écoute. Hein. Enfin, plus ils sont gros, plus ils ressortiront. C'est comme ça qu'il y a plein de strongmen qui sont quand même vachement gras, à qui on voit quand même les abdos. C'est parce qu'ils sont tellement énormes que le gras peut pas les cacher en fait.
Donc, bosse tes abdos et ne deviens-toi pas trop grand. Voilà, tout simplement. Avec l'âge et en étant une femme. Ouais, non, mais alors justement, c'est ni l'un ni l'autre ne devrait être un critère justement pour te dire que tu dois entretenir certaines barrières, quoi. Donc, peu importe finalement d'où tu pars. Et c'est vrai qu'alors bon, bah, si on reste un instant sur le côté potentiel de masse musculaire totale d'une femme par rapport à un homme, au niveau masse totale et pas proportion de gain par rapport au stade de départ, Mm. c'est clair que voilà, il y a des différences, il y a des différences nettes. Et puis, à un moment, ça fait partie de ce qu'on a abordé aussi dans le premier live qu'on a fait ensemble. Mais c'est pas pour autant que les progrès, donc toi dans ta catégorie, finalement, on va dire ça comme ça, peuvent pas aller plus vite. Bon, je crois qu'on a fait un bon petit tour. Qu'est-ce qu'on a encore là? Quelqu'un qui veut devenir comme toi. Bah, désolé, sa place est déjà prise. Ah oui, non, c'est Technique. Bien, bien. c'est pas grave si on a l'appétit tous les jours. Ben, grave pourquoi? T'as de l'appétit quand c'est l'heure de manger ou t'as tout le temps envie de manger? Enfin, c'est... Si ton physique va bien, c'est comme dit Obélix, hein. Quand l'appétit va, tout va, hein. Globalement, ouais, en plus, c'est très bien. Ça veut dire que la ghreline fonctionne, c'est bien. Au contraire. T'es pas sous relais hormonal en permanence avec une adrénaline qui te coupe la faim parce que voilà, t'as toujours l'impression d'être sollicité, quoi. C'est cool si t'es Totalement, totalement. Alors, je regarde quand même. Quel est le meilleur moyen de bosser les fibres musculaires type 1 et type 2? Donc, endurance et musculation, expansivité. Le travail des deux est-il vraiment contradictoire? Euh, en une phrase, parce qu'il faut quand même qu'on se dépêche, hein, j'ai pas envie de te retenir trop longtemps, Will. En une phrase, en fait, à partir du moment où tu fais une série à l'échec, tu as recruté tous les types de fibres. Et à partir du moment où le type d'effort, de toute manière, est intense, littéralement, toutes les fibres ont été recrutées. Maintenant, tu veux plus de recruter les fibres rapides, tu fais des efforts de rapide, tu fais des efforts de puissance, de force, voilà. Tu fais des efforts d'endurance, donc des trucs que tu n'es même pas censé faire en musculation en fait, donc des trucs qui durent vraiment très 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 longtemps, bah, tu vas faire de la type 1. Maintenant, si tu veux recruter les deux que tu as déjà, donc c'est pas une histoire de je veux plus l'un que l'autre, bah, tu vas à l'échec sur tes séries ou très très proche de l'échec et tu vas tout recruter parce que de toute façon, pour le corps, une résistance c'est un danger et il n'y a pas d'histoire de poids, de machine, poulie, barre ou autre. Le truc qui veut te tuer, le corps il envoie tout en fait. Donc si les fibres de type 1 ne fonctionnent plus, il envoie les 2A et si les 2A ça fonctionne plus, il envoie les 2B ou l'inverse, dans l'ordre inverse, voilà quoi. Donc il n'y a pas d'entraînement spécifique comme ça là pour hypertrophier que spécifiquement l'un ou l'autre, quoi. Voilà, voilà. Ouais, peut-être un truc important que tu as dit aussi, c'est que certaines personnes vont se dire, ouais, mais on peut négliger, entre guillemets, les fibres de type 1, bah, ça représente un volume énorme au final, hein. Si tu reprends toutes les fibres de type 1, c'est juste trop dommage d'essayer de ne pas les recruter aussi, quoi. Enfin bref. Je crois que c'est tout, je vois rien d'autre. Est-ce que c'est possible de... Attends, question. Il y en a encore deux qui sont sortis là de questions, mais je sais pas si on Ah, va de toute façon, bombarder, bombarder les crunchs poulies hautes en lourd pour l'étirement et les crunchs sur banc déclinés plus enroulement bassin en lourd pour avoir des abdos qui ressortent à fond. bah Ouais, voilà, donc, bah, y a plein d'exercices intéressants ici, des moments que tu arrives justement à faire un totalement. rapprochement entre ton pubis et puis le sternum, hein, ça c'est clair. Ouais, Mais totalement, totalement. Bah, faut les faire grossir. Donc, tu trouves ce qui les fait grossir. Et là, oui, effectivement, l'ami Guillaume, il a donné de très bons exemples d'exercices pour les faire, ouais. Le travail de gainage peut avoir des bénéfices dans le cadre d'une prise de masse, développement de la condition physique. Le gainage. Bah, globalement, tu fais du gainage chaque fois que tu fais Enfin, pardon, mais en fait, ça veut rien dire ta question. Tu fais du squat, tu fais du gainage. Tu fais du soulevé de terre, tu fais du gainage. Tu fais du tirage penché, du développé militaire. Enfin, tous ces trucs-là, tu fais du gainage. Pourquoi tu voudrais plus faire de gainage pour le développement de la condition physique? Ta condition physique, elle va se développer de manière générale. De toute façon, il y a des exercices qui sont, comme on le dit, polyarticulaires, où à partir du moment où ta sangle abdominale est recrutée, il y a un gainage. Tu n'as pas besoin de toi de te mettre en position de planche pour le faire. Par contre, si tu as du mal à effectivement garder une position, effectivement, le renforcement plus ou moins spécifique des muscles de gainage, oui, ça peut aider. Notamment ce que font par exemple les gymnastes ou les athlètes de calisthenics. Ils en font énormément. Parce qu'il y a une position, ce qu'on appelle la hollow body position, il faut la garder. Donc, ils font tout ce qu'il faut pour l'entraîner et être sûr de la renforcer, quoi. d'ailleurs, tu t'as fait pas mal d'entraînements type calisthénique, hein, où tu as réussi à te débrouiller pendant la phase où tu n'avais pas beaucoup de matos pour quand même bien t'entraîner, ou c'était un peu Ouais, galère? bah, pistol squat, pompe à un bras, nordic hamstring curl, reverse nordique. Bah, là, je suis en train d'apprendre à faire des tractions à bras. Ok. Euh, Ouais. Ah oui, ça fait des années que je voulais les faire. À chaque fois, si je suis comme ça, et puis après je tourne. Oh, ouais. Non,
non, là, je suis content, je suis un 5x5, tu sais, j'ai un élastique et tout là-bas, un petit faible, et puis je monte vraiment, je suis comme Ok. ça. C'est un ami qui me coach littéralement dessus, et hier, je suis content, j'ai réussi à. Et je suis arrivé là, et c'est là que j'ai bloqué. Ok. Je me dis, ah, presque, presque. Oui. Ça fait partie des objectifs de vie quand même, hein. Tu as fait de la muscu, ouais, traction en bras, ouais, validé. Le jour où tu as ça, moi, c'est comme le backflip. Si je l'avais pas eu, j'aurais été frustré, tu vois. Ça, c'est aussi un truc que je vais faire après, ouais, c'est les front flip et back flip. Parce que j'ai les rondades, j'ai les roues, Ouais, mais atterrir comme ça sur. Enfin, j'ai les poiriers aussi d'ailleurs, mais ouais. atterrir comme ça sur. Enfin, backflip et tout, front flip, jamais fait. Là, actuellement, ouais, en calisthénie, je suis sur du traction à bras. Bah, ça va. Non, mais ça, je sais pas les faire et ça m'intéresse pas. Ouais. Enfin, c'est vraiment, c'est tout, c'est pour dire, voilà, c'est rigolo, quoi, mais sans plus. Et c'est les grands écarts. Grand écart de face. Ouais. Oh. Croisé, je sais faire. Grand écart de face, je suis à. Enfin, il y a genre, il y a ça entre mes fesses et le sol, quoi. Mais Ok. ouais, hein, ouais. Mais Ah, du coup, salaud, je savais pas ça. Purée, ok. non, non, je suis vachement mobile. Donc ouais, voilà. Et puis, c'est aussi le truc de pancake. Donc, ça, enfin, je vois ça en anglais, pancake flip, ils appellent ça. C'est t'as un grand écart assis par terre ou presque grand écart. En fait, tu te penches après en avant et t'en as vraiment, enfin, ils ont Ouais, ouais, le ventre, la poitrine et la tête qui touchent le sol. Et les gars, ils sont comme ça. Enfin, tu te dis, mais malade. putain de merde. Ouais, ok. Voilà. C'est les objectifs du moment au niveau calisthénique. Et puis à la salle, à la salle, bah là, les bras, c'est bon. J'ai mes 44, je suis content. Et puis, ça va être les mollets. Et puis après, ça va être les épaules parce qu'on n'a jamais assez d'épaules. Et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, Faudra autre chose. Ok. toujours. Et toi, t'en es sur quoi, toi, en ce moment? À part le cou et les bras, globalement? Bah, en fait, moi, c'est vraiment ce qu'on a dit au tout début parce je sais qu'il y a une bonne partie qui va venir juste parce que je show up justement. Enfin, j'arrive, je fais mes trucs. Là, je suis passé, c'est tout con, hein, mais dans ma reprise de poids parce que bah, à la base, quand même, je suis monté à 90 kilos à un moment, hein. Bon, c'était sous aide et tout à l'époque et c'était il y a plus de 5 ans. Mais là, je suis en train de reprendre surtout et je pense que dans le mois à venir, ce que je dois faire, c'est simplement, je suis passé de 3 à 4 entraînements par semaine. Je pense que petit à petit, je vais passer à 5. Je Mhm. vais reprendre un rythme où je suis à 6. Et le moment où je vais être entre 5 et 6 fois, là, je vais commencer à tout optimiser. Et là, je vais vraiment bien tout calculer. Et je vais D'accord. garder mon carnet et tout. Mais là, pour le moment, il faut juste que je m'entraîne suffisamment régulièrement et que je continue mon truc. Et je continue de progresser assez vite parce que voilà, bah, j'ai un passé qui est mon passé. Et du coup, là, c'est la reprise de muscle, vraiment. Peut-être à D'accord. part Ok. pour le coup, où je pense que ça va monter plus vite parce que c'est plutôt un peu débutant de ce côté-là. Mais là, faut juste que je fasse le taf. C'est pas très compliqué hein, pour le moment. Oui, en plus, ouais, non, effectivement. Puis alors, pour le coup, comme ce que je t'avais dit en message, hein, la plupart des gens n'ont jamais travaillé. Donc, en Ouais, fait, dès que tu commences à faire un tout petit peu, le truc, il explose direct, en fait. ouais. Bah, je t'ai dit, il y avait des gars que j'ai coachés. En 4 mois, ils faisaient 5 centimètres de Ouais, coupe. non, mais Enfin, 1 centimètre par mois, c'est dingue. Surtout quand tu imagines vraiment le changement ici. ouais, totalement, ouais, parce que, ouais, Dingue, enfin, quand tu vois tout, quoi. quand tu vois le truc ici, enfin, c'est littéralement, ouais, ouais. Mais toi, je te dis, là, le truc ici, tu l'avais pas avant, donc tout va bien. Il y Yes. avait rien. Il y avait Ouais. rien. Non, mais au début, dernier truc, peut-être sur le live, j'ai commencé vraiment, je me suis dit, je vais bosser le coup, mais je veux pas finir comme ça, comme un con. J'avais des kettlebells, les premières kettlebells, elles faisaient 6 kilos, hein. Je me suis dit, je fais 20 reps, je regarde ce que ça donne, et puis Hum, je verrai demain et tout. Et déjà, la première fois où tu prends un poids et que tu charges dessus, ça fait un moment que tu n'as rien fait, bah, tu sens déjà quelque chose. Et j'ai Totalement, ouais. fait, mais vraiment super progressivement. Mais ouais, je sais, ça va monter. Et puis, qu'est-ce que t'avais, toi? T'avais 2 plaques devant ou avec ton. Moi, c'est ce que je fais souvent. Alors, pour l'arrière, actuellement, c'est 45 kilos. Je fais des séries de 12-15 à peu près. Je peux le faire qu'une fois par semaine. Donc, c'est Ok. pas, pour le coup, c'est bien de faire 2-3 fois par semaine au niveau des poids libres quand on veut prendre de la force. Parce que là, en gros, c'est 2 fois par semaine au neck flex, donc Ouais, élastique globalement. Et c'est une fois avec des poids libres. ouais, Donc, ouais, poids libre, je suis à 45 kilos en extension, série de 12-15, ah ouais, ok. voire 20. Poids devant, normalement c'est 40 kilos en série de 20 à 30. Et l'autre jour, il y avait des poids de 25. J'ai dit, allez, YOLO, et j'ai mis 50, j'ai fait une série de 10. Mais bon, ça m'a plus fait les avant-bras parce qu'il fallait tenir le poids. Ouais, Les côtés, bah, poids de 25. J'ai de la chance dans la salle où je suis, il y a des 25. Donc je peux faire des séries de 20, 25, 30. Il y a des fois, j'ai vraiment un tempo un peu tonique comme ça. Et il y a des fois, comme ça, hop. Tu vois, enfin, vraiment, je m'amuse. Et puis pour les rotations, j'ai une bande d'élastique vert, donc c'est résistance moyenne, c'est à peu près 26 kilos. Et bah, je trappe dans la bouche et je recule. Et dès que je sens que la tête vraiment à part comme ça, bah, je gaine là et je reste là-dedans comme ça. Donc,
Donc voilà, ça c'est une fois par semaine et sinon c'est 2 fois par semaine à l'élastique pendant 20 minutes ou non-stop. J'enchaîne j'enchaîne les extensions, je peux faire direct les flexions après, et puis après Ouais. c'est le comme ça, et puis le comme ça, et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Mais tu vois, tu m'aurais dit, quand tu as commencé, moi je t'aurais même pas dit de prendre des poids à la base, je t'aurais juste dit tu mets ta tête dans le vide et tu fais oui, comme Ouais. ça, et t'en fais tant. Et l'inverse, tu fais toujours oui, mais avec la tête vers le bas, pour faire comme ça. Et après tu te remets sur le dos et tu fais non, comme Ouais. ça. Je t'aurais juste dit de faire ça. Et enfin, c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais ado. Quand le professeur de sport de combat me disait faut renforcer tes cervicales, faut que tu sois plus mastoc et tout, parce qu'il voyait que j'étais de plus en plus fort à la lutte. Donc il me disait bah, la lutte c'est le coup. Ouais. Bah, juste avec 100, enfin, juste 100 reps comme ça me déclinguait. Et puis je suis monté après à 500 reps. Et ça brûle, c'est tout. Voilà, enfin, tu fais de l'endurance, quoi, littéralement, mais c'est bien pour le conditionner. Parce Ouais. qu'après, Ouais. tu mets des poids et là, t'es bien, t'es à l'aise. Donc voilà. Mais c'est très bien, hein, 6 kilos, c'est un très très bon poids de départ. Il y en a, ils font 5, 4, enfin voilà quoi. Ouais, non, mais justement, c'était pour dire, il n'y a aucun problème. Dès que tu commences un truc, voilà, faut y aller mollo, quoi. Par contre, les Totalement. résultats, je me réjouis parce que un gros coup, ouais, c'est dans ta vidéo, en fait. Tu vois, même si tu Photoshop et que tu rajoutes, tu t'imagines 3-4 cm de coup à n'importe qui, le changement de rendu, mais c'est délirant. Bon, Ouais, moi, les gens qui m'insulteront de 2P, je dirais, alors, à l'époque, oui, bah, je prends rien là, mais merci pour le compliment. Il n'y aura aucun. totalement. Totalement. Encore que le coup au niveau du dopage, j'ai vu quand même des gars qui étaient vraiment chargés à fond. Le coup, enfin, pas tant que ça au final. Les trapèzes, ouais, mais le coup, il n'y a pas. Enfin, Ouais, en fait, je pense que c'est aussi mon regard, parce que du coup, je suis habitué à voir des gars avec des coups ouais, musclés voilà, qui n'ont ouais. pas Ouais, vraiment de trapèze. Tu vois vraiment que c'est vraiment la base de la nuque là derrière, que vraiment c'est blindé. ouais. Et le corps, après, bon, on s'en fout. Tu vois des gars dopés que c'est des trucs, c'est gigantesque là, puis tu montes juste à partir de là, et là, un coup, c'est tout fin. Mhm. Et bah, non, non. Il y a un problème, ouais. Ouais. Par gainage, je voulais plutôt dire stabilité du buste, AB roller, anti-flexion et autres exos de prépa physique. Bah oui, mais justement, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est de la prépa physique. C'est de l'anti-extension, mais le gainage, c'est aussi l'anti-flexion, c'est aussi l'anti-rotation, c'est aussi l'anti-inclinaison, enfin, c'est toutes ces choses-là. Et ça dépend, tu dis préparation physique, mais pour quelle préparation physique? Parce que là, ce que tu dis, l'anti-flexion, notamment, c'est ce que je disais, les athlètes de calisthenics et de gymnastique, ils ont besoin, parce que leur position, c'est littéralement effectivement, de rester abdominaux contractés. Ouais. Mais moi, quand je faisais du sport de combat, par exemple, il y a une position, il fallait que je reste cambré. Donc c'est de l'anti-flexion dans laquelle je devais être. Donc tu vois, c'est pas le même gainage. C'est pour ça que je dis que ta question est très très vague en fait. Donc si tu as un sport et qu'il y a un truc qu'il faut que tu deviennes fort bah, dessus, tu fais en sorte de te préparer physiquement pour être fort dessus. Le reste, on s'en bat les couilles en fait. Mais total, voilà. Après, c'est qu'une question de prévention de blessure, quoi. Voilà, voilà. Cool. Est-ce qu'on finit là-dessus? Ouais, effectivement, on peut muscler le cou, Jennifer. Ouais. C'est vrai qu'on c'est pas typique, mais si tu as un live avec Axel et moi, on risque d'en parler encore quelques fois. Oui, totalement, ouais. Bon, on peut même faire un live, il y a tellement de choses à dire, on peut même faire un live, enfin, full, juste sur le cou, les cervicales, genre de choses, enfin, vraiment, il y a tellement de choses à dire. Et je me rends compte, en plus, en français, d'ailleurs, en francophone, et même, oui, c'est ça, en francophone, il y a très très peu de choses, en fait, qui sont dites dessus, ça me surprend. Donc ouais, Il y ce a, serait les trouver. il y a un truc, je peux extraire l'IGTV pour le mettre sur YouTube si jamais je pourrais me débrouiller pour te l'envoyer. J'ai un ami qui sait faire ça, donc je pourrais lui dire pour le coup, ça vaudra le coup. Et comme ça, on finit sur un jeu de mots de merde déjà celui. C'est pas le dernier, tu sais, je suis encore de toute façon. Ah oui, oui. Intéressant pour les femmes aussi. J'imagine que tu parles d'entraînement du coup, et oui, totalement. Enfin, pour donner un seul exemple que tu t'en auras jamais vu venir, putain, un, deux, trois, une championne de rallye Formule Ah 1 oui, j'étais sûr que t'allais dire ça. Ok. qui entraîne le coup. Pourquoi? Parce que dans les virages, quand tu es à, je sais pas, Ah, 180 et plus, bah, si t'es pas gainé, et ben en fait, tu dois rester en contrôle de ton véhicule. Mais si t'es pas gainé, tu pars dans tous les sens. Donc en fait, cette femme-là, elle entraîne le coup, elle entraîne les lombaires, et elle a dit que ça a fait une différence, mais le jour et la nuit, au ouais. niveau de ses performances et son endurance au volant. Elle disait avant, un après-midi, donc je crois que les rallyes, c'est 2 heures, 3 heures d'entraînement. Elle était éclatée, mais éclatée à la fin. Et là maintenant, elle fait une journée complète de rallye, juste avec la pause quand il faut aller aux toilettes et manger. Et elle dit, il n'y a pas de problème. Donc oui, même pour les femmes, en fait, ça va dépendre juste de ton objectif, du sport que tu fais. Enfin, oui, totalement. Il y a beaucoup de femmes qui ont mal au cervical, à la nuque, parce que le travail de bureau, les tensions, le stress et tout. Tu travailles ton cou. Le tonus musculaire, j'en parle tout ça dans un article d'ailleurs sur mon site et en vidéo. Si tu es anglophone, tu pourras la regarder. Et puis la vidéo, il y a les sous-titres français si tu veux, c'est sur ma chaîne Airsoviac. Euh,
le tonus musculaire se répartit mieux, le corps se sent plus protégé parce que tout est bien gainé, littéralement, il y a la viande pour que tout soit bien tenu. Donc il relâche le tonus parce qu'il sait que globalement, s'il y a besoin, il contracte et c'est protégé. Donc voilà. Voilà, voilà. Ouais, nickel. C'est cool de finir sur un point aussi. On se dit, ah, t'es tendu, étire. Alors attends, t'es tendu. Déjà, est-ce que t'es musclé à cet endroit-là aussi ou est-ce que t'as jamais utilisé ce muscle de toute ta vie? C'est clair que c'est quelque Bah oui, ouais. Si le corps tend justement la zone, c'est parce qu'on l'a mis dans une position étirée, du coup, de facto, dans lequel il s'est senti en danger. Donc, au contraire, si tu étires le truc, tu vas lui dire non, non, va, tu vas voir, tout va bien se passer. Sauf que lui, il veut pas. Donc, d'abord, tu détends et ensuite, tu renforces. Et après, ça dépend, c'est du cas par cas, évidemment, ça dépend de plein de choses. Donc voilà. Mais étirer n'est pas forcément la solution dès que tu as mal, en fait. Donc voilà. mini parenthèse quand même pour là juste donner mon avis, donc j'assume totalement ce que je vais dire et je prends ça juste pour moi. Je pense qu'une femme quand même avec un cou très épais, perso c'est quelque chose et c'est uniquement perso et ça c'est un jugement pour personne d'autre à part juste ce que moi je vais trouver en regardant une femme qui a un cou épais, c'est vrai que c'est ça, je vais trouver ça moins attirant, mais c'est ça n'a rien à voir à part juste ce que moi je dis à mon attirance perso, hein. Donc c'est pas chacun fait ce qu'il veut et développe ce qu'il veut et puis voilà et au final on s'en fiche, c'est juste mon avis. Mais c'est vrai que par exemple, le côté très masculin, solide, stock que toi tu peux avoir au niveau d'un coup, ça peut faire peur, même à certaines femmes d'ailleurs. Je sais pas si tu as, des femmes qui t'ont dit c'est rassurant d'être à côté de toi ou à l'inverse, oh non là c'est trop, tu fais vraiment trop le mec juste bonhomme Michelin, je caricature, tu vois. Ou est-ce que unanimité pour le moment, quand une femme te dit bah écoute voilà, Axel il est là, c'est toujours positif. À l'inverse, je sais pas, celle qui faisait le rallye, qu'est-ce qu'elle avait comme épaisseur de cou? C'était rien Non, du tout. ça allait, Vous voyez ça pas? allait. Voilà. Donc, mais bosser le coup avec peut-être le même objectif que toi et moi pour une femme, je pense que ça peut assez vite changer un physique, mais je me rends pas compte Ah si. oui, Ouais. ouais, non, C'est quand oui. même vite impressionnant. Mais ça, c'est juste un avis que je donne et c'est juste perso. Et donc, vous faites ce que vous voulez de votre physique et de votre développement. Et puis, ce qui compte, c'est que vous y retrouvez. Alors, Dave Clem, on n'a pas de risque de déplacer les vertèbres aux tractions lestées. Bah, ça dépend de quelle vertèbre, ça dépend de ta technique, ça dépend où est-ce que tu as mis la ceinture, enfin la charge globalement. Les versos, ouais. Enfin, en fait, tes vertèbres, tu peux les déplacer sur absolument tout type de mouvement. Si tu fais de la merde ou s'il y avait une faiblesse ou quelque chose qui ne va pas, donc traction lestée, tu décompresses littéralement la colonne. Donc les déplacer, je ne vois pas trop comment tu ferais, parce que tu es censé être en tension quand tu tires, justement, même au niveau des érecteurs. Donc si tu t'es déplacé un truc aux tractions, je ne crois pas que ce serait les vertèbres, ça serait autre chose, avec la ceinture. Ah oui, la ceinture, oui, parce que ta colonne, tu la décompresses, ta ceinture, si tu l'as mal mise, elle compresse par-dessus, elle fait dans une position qui n'est pas bonne. Maintenant, te déplacer une vertèbre, je sais pas si tu te rends compte le bordel quand même, faut y aller, quoi. Donc, je pense que si c'est ton médecin ou si c'est le langage qui dit ça, c'est un abus de langage. Si tu te déplaces une vertèbre, c'est une spondylolyse. Ne regarde pas de vidéo d'accident où ça arrive parce que c'est dégueulasse, en fait. Je sais pas si tu te rends compte, c'est dégueulasse. Donc oui, non, non, à mon avis, tu as juste fait une contracture ou quelque chose, tu t'es pincé un disque et voilà, je pense. Si ça t'arrive en tout cas. On va finir là-dessus. Voilà. Tout le monde va aller sur YouTube. Condolise. Putain, ça va faire mal. Ouais, faites gaffe avec ces vidéos, c'est flippant. À côté de Oui. ça, un pec qui sort, c'est rien du tout, hein. Ah oui, le pec et le biceps qui Mignon. part comme ça et tout, tu Ouais. trouves c'est dégueulasse, ne regarde pas ne regarde pas les vertèbres qui se déplacent. Non, ne fais pas ça. Voilà, voilà. Ouais, je pense qu'on va finir là-dessus. C'est super cool par contre. Merci d'avoir été là jusqu'au bout, d'avoir été dans l'interaction et d'avoir eu autant de questions et de questions de qualité. C'est super chouette. Mais là, on va quand même mettre fin au live qui a duré 1h30, donc c'est trop cool. Écoute, je te remercie infiniment encore une fois d'être venu, d'avoir été présent, d'avoir été au taquet, d'avoir donné un contenu aussi qualitatif. Je suis toujours autant surpris par la densité que tu arrives à placer au niveau de la qualité de tes conseils avec ton expérience en tant qu'athlète et en tant que coach, parce que tu as des liens qui viennent un peu dans tous les sens. Et en fait, je suis juste chaque fois agréablement surpris, donc je me réjouis d'être surpris encore la prochaine fois. Si ça te va, on parle de coups, si on parle de notre truc, on parle de notre truc. Il y a de quoi faire. On parle de ce que tu veux et si tu veux la prochaine fois, ce sera le coup. Ouais. Trop stylé, on pourra même parler de nutrition ou d'autres trucs, on verra, mais trop chouette. Ok, bah, merci tout le monde. Comme d'hab, allez soutenir notre cher Thor avec son Mjolnir au cou. Et puis allez lui mettre un petit like si vous ne le connaissez pas encore avant. C'est vraiment quelqu'un avec qui je pourrais échanger assez régulièrement. On a des trucs qu'on va vous apporter par la suite, mais voilà, ça fait toujours plaisir si on arrive à croiser un petit peu des communautés de personnes qui
qui ont envie d'évoluer, puis qui ont envie de garder un esprit critique, qui ont envie de partager des trucs vraiment chouettes, là, c'est le cas d'Axel. Donc, n'hésitez pas. De mon côté, c'est les yeux fermés que je vous le recommande. C'était juste une petite Merci beaucoup. complémentation. Avec plaisir, pas de problème. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée, merci à vous. Bien sûr. Ciao, ciao. Ciao, ciao.